Radio-Télévision Ngoma Kivu, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission en direct ou en différé. C'est un plaisir pour nous de nous savoir nombreux en train de suivre cette cette émission débat de Radio-Télévision Ngoma Kivu. Je suis Mitima de la Chance, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle émission débat, donc dans ce nouveau numéro de l'émission débat. Merci beaucoup à Eric Chocolat qui vous a tenu compagnie dimanche dernier. Je n'étais pas dans la ville. Eric Chocolat qui vous tiendra également compagnie très prochainement parce que donc voilà, on les fait à deux, hein, ça me fait plaisir comme ça et de savoir qu'il est là pour vous et pour nous également. Bienvenue donc de partout où vous nous suivez dans la sous-région des Grands Lacs africains. Vous nous suivez à Bukavu, nous sommes à la télévision présentement, mais également à la radio. Vous nous suivez en relais. C'est un plaisir de savoir. Vous nous suivez donc sur 88.5 MHz ici à la RTNK Bukavu. Partout vous pouvez nous suivre donc sur cette fréquence. Nous sommes heureux. Je m'en vais vous saluer, vous qui nous suivez également à travers nos RTNK dans les territoires. Je pense à vous qui nous suivez à travers la RTNK Kaziba ou la RTNK Chirano. C'est radios qui nous prennent donc un relais. Est-ce que nous sommes en direct sur YouTube et sur Facebook comme d'habitude? Reste à vérifier très bien du côté technique. Mais certainement que vous nous suivez à travers le monde sur notre site internet, le www.rtnk.org. Vous avez cliqué sur écouter en ligne. Merci de nous faire également... de vos différentes réactions, comme vous le faites d'ailleurs sur WhatsApp. Les numéros restent les mêmes. Commencez par les codes. Vous qui êtes en dehors de la RDC, plus 243 9 92 11 30 86. Je répète, plus 243 9 92 11 30 86. Et pour vous qui êtes ici à Bukavu, c'est la même chose. Ou en RDC, vous pouvez commencer par les codes ou commencer par les 0 09 92 11 30 86 09 92 11 30 86. Vous qui nous suivez à la télévision, le numéro est affiché sur vos petits écrans. Il s'appelle Jean-Marie Chokano. Ici à RTNK, nous aimons l'appeler Moloto. Nous-mêmes, nous savons pourquoi. C'est donc lui qui est du côté de la technique télévision, alors que Liki Lusombo a répondu présent comme d'habitude à son poste du côté de la technique radio. Moi, c'est Mitima de la Chance, mon nom. Aujourd'hui, nous avons deux sujets, mesdames, messieurs. Nous allons parler éducation, mais également politique dans cette émission débat. Éducation, parce que ça fait une semaine depuis que la rentrée scolaire a commencé officiellement sur l'ensemble du territoire national. Mais une semaine, vos enfants restent à la maison, surtout vous qui avez des enfants dans des écoles conventionnées catholiques, protestantes et même dans des écoles officielles où les enfants vont à l'école. Mais est-ce qu'ils étudient? En tout cas, ça reste à vérifier parce qu'il y a tout un débat là-dessus. Hein. Donc, des enseignants qui sont vraiment démotivés, ils ont posé des conditions, on va les écouter. Et le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui n'a pas hésité à dire tout simplement que il va procéder très prochainement à la désactivation à la désactivation donc de la rémunération de ces enseignants qui ne vont pas à l'école. Ils seront tout simplement désactivés dans les systèmes de paix en République démocratique du Congo, ce qui a suscité la colère des enseignants. Vous allez les écouter dans cette émission débat, on va en parler tout à l'heure. Ce sera donc le premier point, comment analyser la semaine 1 depuis la rentrée scolaire. Est-ce que ça va évoluer comme ça? Est-ce que ça ne risque pas de démotiver? Quels seront ces enfants demain ou après-demain? Et s'il y en a qui s'est décidé de dire, bon, nous on ne veut plus à l'école, on fait autre chose. On va voir tout cela. La deuxième partie de cette émission va aborder la politique. Ce sera ces hésitations, ou soit ce manque de consensus qu'on observe actuellement entre les confessions religieuses, les 8 confessions religieuses qui ne parlaient pas les mêmes langages, dans la désignation du successeur de Corneille Nangaa, c'est-à-dire la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, alors que les temps avancent. On crie qu'il y aura élection en 2023, mais jusque-là, est-ce que nous sommes sur la bonne voie? On va voir cela ensemble. Mais bien avant cela, mesdames, messieurs, il y a cette polémique dans la province du Sud Kivu parmi les membres de la société civile qui ne parlaient pas le même langage autour de la désignation de Tommy Tambwe qui pourra très prochainement, ou qui dirige
une structure qui se charge donc du désarmement, démobilisation. C'est donc un programme qui a été instauré par les gouvernements congolais pour la démobilisation, le désarmement et réinsertion sociale des anciens combattants. Il y en a des membres de la société civile qui sont d'accord avec cette désignation de Tommy Tambwe, alors que d'autres continuent à taper du poing sur la table que par question. Alors, je vais écouter les deux tendances qui vont vous expliquer qu'est-ce qu'il faut retenir. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau pour en parler le révérend pasteur Kialangalilwa Nicolas. Il est acteur de la société civile. Bonjour pasteur. Bonjour monsieur le journaliste. Bienvenue. C'est un plaisir et merci pour l'invitation. Laissez-moi saluer tous vos fidèles téléspectateurs et auditeurs partout où ils se retrouvent en République démocratique du Congo ou dans le reste du monde et leur souhaiter un excellent dimanche. Merci beaucoup, cher Nicolas Kialangalilwa. Nous étions ensemble depuis, c'était au début de cette année, si je me rappelle bien. Vous avez peut-être raison sur un autre sujet, je ne me rappelle pas, mais merci. Merci on était ensemble. Et puis ça fait longtemps, vous nous avez manqué. Merci d'être là aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui était avec nous il y a 3 mois. Si j'ai bonne mémoire. Lui, c'est Fernando Nkana Katamba. Il est, on le sait bien, le président national du Fonds de solidarité hein, des hommes, FSH. Hein, vous êtes le président national, mais là, on ne parlait pas de ce côté-là. Vous êtes aussi membre du bureau de coordination de la société civile ici au Sud Kivu et expert en DDR. Bienvenue. Merci beaucoup. Je salue tous les auditeurs et spectateurs de Goma Kivu. Okay. Je salue mon confrère et co-débatteur merci bien. Et vous-même. Merci monsieur Fernando. Je vais commencer par monsieur Nicolas. Vous deux, je les rappelle, vous êtes membre et acteur de la société civile ici au Sud Kivu, mais vous ne parlez pas les mêmes langages et c'est la société civile qui semble ne pas parler les mêmes langages autour de la désignation de Tommy Tambwe à ces postes-là, donc à ces programmes des PDDRC. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on retient, pasteur Nicolas Kialangalilwa? Parce que récemment, il y a eu une déclaration de la société civile, c'était sur Avenue Hippodrome, dans laquelle la société civile a réitéré encore sa position contre cette désignation de Tommy Tambwe. Merci pour la question. Commençons d'abord par dire qu'il n'y a pas de divergence au sein de la société civile. C'est d'ailleurs ce que nous avons voulu dénoncer par cette mise au point. Il s'agit évidemment de quelques manipulations et c'est dommage. Bon, la société civile, ça veut être le temple de la démocratie par excellence, mais on n'en abuse pas des manipulations sur base des fonds, des promesses fausses. Et bien cela ne nous a pas plu. C'est pourquoi nous avons fait ce mise au point pour clarifier les choses. Et donc la société civile n'est pas divisée par rapport à cette question. La position de la société civile dans toute sa diversité, je dis bien dans toute sa diversité. Toutes les grandes fêtières, tous les mouvements citoyens ont signé sur ce document et je dis bien des personnes représentant ces fêtières avec mandat de l'Assemblée générale. Et donc la position, elle est simple. Nous avons combattu, nous avons demandé qu'il y ait un programme pour la démobilisation des groupes armés locaux et étrangers. C'est 3 minutes chacun. Nous avons réussi à décrocher ce programme. Le président l'a accepté et nous étions très contents. Mais curieusement, le casting, à la dernière minute, on nous donne un monsieur qui fait partie du problème. Et donc, nous, en tant que société civile, on se lève et on dit non, nous allons accompagner le processus, mais s'il vous plaît, donnez-nous quelqu'un de consensuel qui permette à ce que le processus réussisse. Mais est-ce que vous n'avez pas pensé que Tommy Tambwe, c'est quelqu'un qui a de l'expérience en cette matière? Mais l'expérience en quoi? C'est ça la question. Il a l'expérience en quoi? Il a 30 ans d'activisme dans les groupes armés. C'est connu. Il a 30 ans d'activisme dans la région. Il est un des moteurs des problèmes de la région. Alors, il a l'expérience en quoi? À part, évidemment, cette question de mettre du feu. Pour résoudre cette problématique, il nous faut quelqu'un qui est consensuel. Non, le simple fait déjà qu'il y ait des manipulations, des petits groupes à gauche, à droite, sur fond tribaux, sur fond de promesses de projets, ça vous montre que ce n'est pas l'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. C'est tout. Mais est-ce que les sols d'hier ne peut pas être Paul aujourd'hui? Le sol d'hier peut être Paul aujourd'hui s'il y a une route qui mène sur Damas
et il y a conversion. Quand est-ce que M. Tommy a été démobilisé? Quand est-ce qu'il a été réintégré? Quand est-ce qu'il a marché aussi sur son chemin de Damas? On n'a pas. Et donc, le problème, c'est la personne, ce n'est pas lui. La problématique, ce n'est pas la personne de Tommy Tambwe. La problématique, ce sont des principes. Je veux vous dire ceci, comme vous avez dit, on a 3 minutes, on n'a pas le temps d'exposer tout ce qu'on devrait dire. Mais la MONUSCO se retire en 2024. Où allons-nous? Est-ce que Tommy aura la capacité de démobiliser un Guido qui s'est levé contre lui quand il montait les M23? Ou un Yakutumba qui s'est mobilisé contre lui quand il était au RCD? Tommy qui... Et nous avons demandé à plusieurs reprises que les annexes du rapport mapping sortent. Mais vous allez à Makobola, vous allez à Katogota, son nom est cité. Les journalistes ont été arrêtés à Ouvira. Les étudiants qui faisaient l'ISDER, l'ISP, l'ISTEM ici. Mais posez-leur la question. Posez la question au directeur de certaines radios ici. De qui est ce monsieur? Et donc, ce que moi j'ai dit, c'est quoi? Il ne faut pas qu'on nous donne un processus qui va rater. La société civile insiste, c'est notre dernière cartouche, et cette cartouche, nous devons nous mettre ensemble pour qu'elle réussisse. Mais la personne qui dirige déjà est un germe d'échec. Et nous ne voulons pas aller vers la somalisation de ce pays. Merci. Nous ne voulons pas aller... Les Onusiens, ils jouent, ils veulent se débarrasser de ce problème, et en voulant se débarrasser de ce problème, ça c'est votre affaire. Souvenez-vous, il y a la Somalie. Hein? Merci. Souvenez-vous de la Somalie. Souvenez-vous de l'Afghanistan. Je reviens à vous. Et donc c'est de notre devoir de nous assurer que ce processus marche, et ce processus marchera avec des acteurs crédibles. Je reviens à vous tout à l'heure, après 3 minutes accordées à Fernando. Je vous écoute. Vous soutenez Tommy Tambwe à la tête de ces programmes? Écoutez, Tommy Tambwe fait partie d'un programme, animateur d'un programme. Il n'est pas le seul. Ils sont nommés à 3. Il y a Tommy Tambwe, il y a le colonel Bossare, que je connais suffisamment. D'ailleurs, je ne connais pas Tommy Tambwe, il ne me connaît même pas. Il y a Madame Patricia, qui était d'ailleurs chargée de enfants soldats au niveau des UNPNDR, avec laquelle, la dernière fois qu'elle a été au site Kivu, c'était pour évaluer le programme de la FSH. Et nous sommes descendus à Calais. Donc moi, je parle comme expert pour avoir accompagné le programme depuis 2004. Moi, je n'aime pas le populisme, les gens qui viennent parler parce qu'ils veulent se faire voir comme société civile. La société civile doit être du côté alors que vous-même, vous êtes membre du bureau. Oui, je suis membre du bureau. Je ne veux pas ce bureau à pensée unique. C'est ça, d'ailleurs, la démocratie. Vous êtes membre de d'ailleurs, si ils étaient honnêtes et scientifiques, ils devaient se ressourcer auprès de moi. Et si vous étiez honnête par rapport d'abord par rapport à mes expériences, oui. Par rapport au poids même de la FSH si dans la province. Si vous étiez honnête et scientifique aussi, vous devriez démissionner peut-être au lieu de partager les bureaux avec je ne démissionne pas pour, la même vision sans pour autant réaliser ma mission. Ma mission, c'est celle d'accompagner les processus. Je me suis battu sur le plan scientifique, sur le plan terrain, sur le plan plaidoyer pour le processus DDR depuis 2004. Il faut que les gens comprennent pourquoi je suis impliqué dans ce débat. Je ne suis pas impliqué. Tommy ne me connaît pas. Je n'ai jamais rencontré Tommy dans ma vie. J'ai publié des ouvrages. Je prépare même ma thèse de doctorat, les conflits armés dans la zone d'exploitation minière. Je suis en train de travailler là-dessus. Je suis arrivé à rencontrer des groupes armés. Parmi eux, qui a été pris par un groupe armé. J'ai été chez Yakutumba pendant 1 semaine. D'accord, on parle. Donc revenons maintenant, il fallait que les gens savent quel est le curcus de l'homme qui parle au niveau de la province. Et puis, quand lui, il parle de petits groupes, qui parmi eux, comme structure là, est reconnue par l'État. Ce sont des petites structures de 1 mois, 1 semaine, ainsi de suite. Revenons dans le débat. Des contre-vérités de leurs documents. Ce sont des contre-vérités. Quand il parle de Tommy à 30 ans, mais dans 30 ans, c'était quoi? C'était la conférence nationale. Où il y a eu la rébellion dans ce pays? Dans 30 ans, quand il parle de Tommy à 30 ans, d'activisme dans les groupes armés. Mais nous sommes ensemble. Dans 30 ans, c'était quoi? En 1990, c'est la conférence nationale. La première rébellion commence en 1996 avec l'AFDEL.
Mais il y avait des rébellions dans les Fizi. Hein, oui, il y avait eu des rébellions dans les Fizi. Nous parlons de rébellions. À l'époque de Mobutu. Non, nous parlons ici, il y avait... Non, je connais bien pour avoir travaillé depuis longtemps. J'ai fait ça il y a plus de 30 ans dans cette province. Les conflits de positionnement ethnique ont existé entre les Bafuliro, les Bavires, ainsi de suite. Même mon travail de l'ISP, je travaille sur ça. Les premiers groupes d'autodéfense, c'est Abundakiri, à l'époque de Mobutu, ça vous le savez, et on a fait l'opération Bata, et ils savent ça. L'opération Mbata, c'était pour aller, selon vous, aller maîtriser. Il faut corriger. Non, il faut d'abord la contre-vérité. Je suis en train de parler. Il a été acteur dans les conflits. Je suis en train d'annuler leur argumentaire de 30 ans. Que nous courons derrière. Oui, mais écoutez, je crois. Et il parle que Tomi doit être démobilisé. Mais on démobilise qui? Avant de démobiliser, il faut désarmer. On désarme celui qui a pris l'arme. C'est ça le principe de DER. On commence à ce point, on dit désarmement, démobilisation, réinsertion, on réinsère. On démobilise qui? On va démobiliser un civil. C'est quoi? C'est des chantages inutiles. Hein, n'est-ce pas? Il parle de toute la société civile, est au courant, elle est embarquée. Mais de quelques associations ici de la commune d'Ibanda, dont le siège, et d'autres qui n'ont même pas de siège, peuvent-ils se prévaloir le monopole de parler au nom de tous les territoires? Moi, j'ai circulé dans ces territoires. Je connais ce que la population attend du processus d'aider. Et vous avez brandi une autre déclaration, soi-disant, c'est l'élément des sociétés civiles des territoires. Oui, ils ont vu qui ont signé. Ils ont vu, et puis ce sont leurs mêmes sociétés civiles. Ce sont les noyaux, le président du noyau d'Ouvira, les noyaux de Baraka, les noyaux de Mwenga. C'est la nouvelle société civile, c'est l'indicible de ce côté. Je reviens à vous. N'est-ce pas? L'indicible de ce côté-là, qui avait signé. Et puis, ils disent, non, oui, je reviens à vous tout à l'heure. Est-ce que dans la commune d'Ibanda, il y a un groupe armé? Permettez qu'on écoute. Moi, je dois d'abord dire. S'il vous plaît, Fernando, vous n'avez plus la parole. C'est à Nicolas. J'avais beaucoup de respect pour l'aîné et je garde beaucoup de respect. Mais je ne comprends pas comment quelqu'un de sa carrure peut se rabaisser à des arguments aussi bas. Parce que quand vous dites 30 ans, tout le monde le sait, c'est le langage parlé, il y a différentes formes, ça ne peut pas nécessairement dire 30 ans, ça peut dire 23 ans, 24 ans, ça c'est du français simple. C'est aussi simple que ça. Et là, vous dites que je me rabaisse. Et puis là, je me rabaisse. Je ne peux pas revenir sur ça. Et puis je me rabaisse quand je dis 30 ans. Les gens qui ont signé, je vais rappeler à mon collègue ici que Baraka c'est une ville, Ouvira c'est une ville. Et donc reprocher que c'est ceux qui ont signé, ils sont à Bukavu. Mais ceux qui ont signé qui ont Ouvira et à Baraka ne sont pas en ville. 3. Mais le Tomi, il a sorti son propre CV. Depuis que le premier travail que M. Tomi a, il a lui-même dans son CV, il est agent de renseignement du SNIP. Il va en formation en Libye. Il revient, il traverse le Burundi, il rejoint l'AFDEL. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ce CV? C'est pas moi. Les rapports qui prouvent, quand il était au RCD, membre cofondateur, au RCD, il était directeur général du renseignement intérieur. Après avoir été directeur du renseignement intérieur, il était ministre de l'Éducation pour contrôler les passations des items des examens d'État, afin qu'il n'y ait pas de problèmes entre les deux sections du pays. Après cela, on l'envoie ici comme vice-gouverneur pour mater la rébellion de monsieur, du colonel Massounzou dans le Haut-Plateau. Mais c'est connu, c'est de l'histoire connue, c'est pas moi qui falsifie ça. Et lui-même ne peut pas le nier. Nous disons qu'il assure. Il a fait sa part, on comprend. Et il faut à un moment assumer qu'écoutez, ce que j'ai fait ne me permet pas de jouer ce rôle. Et c'est ça le problème du Congo. Est-ce que vous avez déjà un nom à proposer? C'est pas moi de proposer le nom. Nous, ce qui nous intéresse, c'est pas le nom, c'est la personne. Vous ne pouvez pas séparer le message du messager. Vous ne pouvez pas dire que non, écoutez, moi je viens dire ceci, mais faites ce que j'ai dit, ne faites pas ce que je fais. C'est impossible. Il a parlé de 2 personnes qu'il connaît qui sont des adjoints. Pourquoi on n'a pas pris un de ces adjoints comme président, comme coordonnateur? Pourquoi on n'a pas pris cette femme pour dire, ok, c'est les femmes, pour la première fois on va montrer comment on a fait à la Banque centrale? Pourquoi on n'a pas pris cette femme?
On veut nous faire comprendre qu'au Congo, il n'y a que M. Tommy qui a l'expertise nécessaire. Lui-même a argumenté ici que la dame a de l'expérience parce qu'il a travaillé avec lui, il le connaît. Pourquoi on n'a pas pris la dame? Et donc, nous, en tant que société civile, on dit ce ne sont pas les talents qui manquent. Même dans ces bureaux là-bas, prenez la dame s'il le faut, on va l'accompagner. La question, ce n'est pas l'accompagnement du processus. Qu'on ne mélange pas les débats. Nous sommes pour le processus, nous refusons le casting. Et nous disons, nous allons nous engager, dès qu'on a un bon casting, nous allons nous engager totalement pour que la paix revienne. Parce que comme je vous ai dit, d'ici 2024, la MONUSCO s'en va. Si nous n'apprenons pas à faire la paix, si nous n'apprenons pas à nous réconcilier nous-mêmes, nous allons finir comme la Somalie et l'Afghanistan. Il y a cette question de Sadiki qui nous fait ce message de Nyangezi. Il dit pourquoi les sites Kivu n'aiment pas les sites Kivu? La question, ce n'est pas... Vous comprenez, c'est ça le problème qui tue ce pays, le régionalisme. C'est qu'on pense que, bon, puisque c'est notre fils, il faut fermer les yeux. Non. Si il a les... je vous dis, allez à Ouvira et posez des questions. Il y a des personnes qui ont été exécutées. C'est pourquoi nous demandons d'ailleurs les annexes du rapport mapping, puisque maintenant là tout le monde se cache. Mais les annexes du mapping ont des noms. Et il faut que ces gens-là soient lavés. Heureusement, vous connaissez la justice, puisque moi, M. Fernando, il faut que la justice acquitte ces gens pour qu'on dise, ok, maintenant, on peut vous réinsérer dans la société comme des gens comme il faut. Merci Nicolas. Oui. Fernando. Oui. D'abord, il n'a pas répondu à ces 30 ans. Il n'a pas répondu de contre-vérité. Alors, vous savez, s'il vous plaît, sur le plan droit, il dit... Je voulais juste prendre une petite parenthèse pour vous deux. On sait bien que les conflits dans l'Est de la RDC, c'est environ 30 ans. Hein. Donc, les rapports mapping lui-même, ça a pris la période de 1993 jusqu'en 2003. Donc, nous sommes en 2021. En 1990. Dans 18 mois, on sera dans 30 ans. Non, c'est une façon de parler. Je dis, il a manque d'arguments, c'est pourquoi il utilise des petits arguments. Attends un peu. D'accord. Attends un peu. Il pense que Tommy est tombé comme une boule de neige. Tommy a été à la conférence nationale comme acteur de société civile. Ils ne connaissent pas ça. Quand vous parlez de 30 à 30, Tommy a été à la conférence nationale. Il a été dans tous les procès de la conférence nationale. Alors, est-ce que tout ce qui se dit sur Tommy, c'est vrai, c'est faux? Ce sont des faussetés. Les problèmes identitaires, les problèmes... Ils sont en train de cacher l'arbre. Tommy est du site. Il parle de massacres. Mais que les gens de là puissent se revendiquer pour dire qu'ils ne viennent pas ici. En quoi, lui, il est de Mwenga là-bas, il va aller dire non, Tommy a fait des massacres à Ouvira. Mais les gens d'Ouvira doivent... Mais je suis de Mwenga, il y a des massacres à Mwenga. C'est à eux aussi de parler. S'il vous plaît. Non, Fernando. Donc, quelqu'un de Calais ne peut pas demander justice parce qu'on a tué à... Mais c'est exactement ça le problème. Non. Je suis en train de vous montrer comment ils sont en train de faire une certaine importation. Oui. Mais qui connaît mieux leur territoire? Parce qu'il a dit, il vous a demandé d'aller à Ouvir. Il ne vous a pas dit d'aller à Calais. Pourquoi il vous a dit d'aller à Ouvir? C'est aller faire des sondages à Ouvir. Mais d'ailleurs, vous êtes un grand journaliste de sondage. Bon, revenons à ce qui concerne les droits. Premier principe, la responsabilité pénale est individuelle. Quelles sont les infractions que Tommy endosse? Quand même, il dit que la sécurité de l'RCD, il oublie que la sécurité de l'RCD était entre les mains de Bizi Makara. Il oublie ça. Quel jour on pouvait donner à un type comme Tommy? Il oublie que Tommy a été un vice-gouverneur en charge de l'économie. Et il dit non, c'est lui, on l'a donné pour nommer pour qu'il aille suivre l'histoire de mensonges. Qu'est-ce que l'économie a à faire avec cette histoire de mensonges? Parce que le vice-gouverneur Tirati Mana, ou je ne sais pas qui, il était Mnyamurenge, chargé... Thomas Ziratima, il était Mnyamurenge. Pourquoi est-ce que Tommy va se retrouver dans l'histoire de mensonges là? Je reviens maintenant. Donc, responsabilité pénale est individuelle. Tommy, s'il a commis des infractions, qu'il démontre ces infractions. Deux, nous, au niveau de DDR, sur le plan international, nous parlons de la responsabilité du commandement, du commandant. Le commandant, c'est qui? C'est celui qui commande des troupes. Le commandant, c'est qui? C'est celui qui commande les mouvements. Voilà pourquoi, au nom de ce principe, Jean-Pierre Bemba a été poursuivi et condamné.
Voilà pourquoi, au nom de ce principe, Thomas Lubanga a été poursuivi et condamné. Vous comprenez? Jean-Pierre Bemba n'a jamais été en Centrafrique, même pas foulé. Les troupes qui étaient en Centrafrique sont des troupes de Banyamulenge qui ont commis ces exactions. On a poursuivi ce monsieur tout simplement à cause de ces principes-là. Qu'il démontre ces exactions. Quel jour Tommy a été à la tête d'une... qu'est-ce que je veux dire? D'un mouvement comme responsable. S'il vous plaît. C'est un enfant de Kiev. Vous êtes au sud Kivu quand même. Oui, permettez. Oui, attends. Vous n'avez pas la parole. Protège-moi. Protège-moi. Je vais vous protéger, ne vous inquiétez pas. Il ne va rien vous faire. Oui. Parce que je commence à comprendre que les acteurs, au lieu de réfléchir et d'argumenter, non, ce sont des insultes, des choses, et vous les avez même constaté ici. Non, quand il dit je réfléchis comme un enfant, quelque chose, il a dit de sa manière. Oui, c'est quoi? C'est manque de respect à mon égard. Donc, je suis en train de dire qu'à ce niveau-là, ce sont des principes. Vous ne pouvez pas me dire j'ai volé. Et vous alléguez, mais vous ne démontrez pas de preuves. Et vous devez faire attention avec des pareils. Et si tel est le cas, nous avons combien de notoriétés et combien de notables qui ont... Lui, il parle des rapports mapping. Mais le rapport mapping va amener beaucoup de gens que vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas isoler une personne aujourd'hui. Vous faites votre cheval de bataille. Vous avez vu déjà accéder à des postes dans ce pays. Le ministre de la Défense qui est là-bas, vous avez ouvert votre bouche pour dire non, pourquoi on ne nomme pas. Tchabouli qui est à Aïtour, qui a ouvert sa bouche pour dire non, pourquoi vous avez nommé Tchabouli à Aïtour? C'est lui le maire de la ville d'Aïtour. Vous ne connaissez pas ce qu'il a été, comment il s'est impliqué et arrêté même par Moussa Mabé et mis en garde, il a été même condamné et même mis à la prison centrale. Une question avant de passer la parole à Nicolas. Donc, nous devons faire attention. Oui, monsieur, les journalistes avec tous les respects que je vous dois, au moins vous me protégez. Oui. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est pas un combat. C'est juste des idées et on essaie de voir ensemble ce qu'il y a moyen de conjuguer, si possible. Et une question, vous êtes défenseur des droits humains, vous êtes pour les rapports mapping, l'exécution du rapport mapping, surtout des recommandations du rapport mapping. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, toutes mes énergies, mon effort, les empreintes que je vais laisser à cette province, et je leur avais dit ça, c'est pour que je puisse contribuer à ramener la paix dans la province. Est-ce que vous avez répondu à ma question? J'ai posé la question par rapport au rapport mapping. Est-ce que vous êtes pour l'exécution des recommandations du rapport mapping? Non. Mais oui, mais pourquoi ça traîne? Oui. Mais pourquoi ça traîne? Attends-moi bien. Oui. Pourquoi ça traîne? Moi, je n'ai jamais demandé aux Nations Unies d'aller faire les rapports mapping. J'ai reçu la dernière fois encore les experts des Nations Unies, les investigations continuent. Je dois vous dire, dans mon bureau pendant 3 heures avec des experts. Et j'ai même leur carte de visite. Et ils sont venus de New York. Ils m'ont déjà identifié pour que je puisse parler avec eux. Donc le rapport mapping est une chose. On doit retracer l'histoire. Moi je suis historien. On doit retracer l'histoire. Mais cette histoire est fondée sur la vérité et la réconciliation. Cette histoire n'est pas une histoire de stigmatisation sur les... Donc il faut refaire les rapports. Non, les rapports on ne peut pas les refaire, on va les refaire. Pourquoi? Le nom de Tommy n'y figure pas. Le nom de si il figure. Vous avez vu les annexes? Qui a vu les annexes? Parce que tout le monde réclame les annexes. Merci. Mais ces annexes vont surprendre, c'est plus de 600 personnes. D'accord. Plus de 600 personnes. Merci. Attends un peu. Merci, plus de 600 personnes. Il y a des invités. Oui, je vais terminer par là. Plus de 600 personnes. Oui. Tous ont accédé au pouvoir et tous sont au pouvoir. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas prendre Tommy et laisser les autres. Je vais les appuyer et toucher tout le monde. Sinon ce serait quel type de justice? À Nicolas, merci pour la parole. Je crois que le doyen n'a pas lu notre déclaration. Je l'ai lu. C'est moi qui parle. S'il vous plaît. Je crois que le doyen n'a pas lu notre déclaration. Nous avons été très clairs. Il ne s'agit pas d'un problème d'individu. Il
Il s'agit d'un problème de principe. Et le principe est simple. Le président de la République dit tous les jours, le peuple d'abord. D'ailleurs, les Quinois disent, Félix Papa Lobaki, le peuple d'abord. Nous venons d'un régime qui était un régime de politique d'abord. On fait les compromis, on fait la paix. Maintenant, nous sommes dans un régime qui dit le peuple d'abord. Et le peuple, ce sont ces milliers et millions de Congolais qui ont souffert de ces atrocités. C'est le temps, l'agenda politique maintenant ne devait pas être un agenda de compromis, c'est un agenda de vérité et de justice et de réconciliation. Le doyen l'a dit lui-même, j'ai aimé qu'il l'a dit. Il a dit qu'il veut la vérité. Mais on saura la vérité comment sans que ces gens-là ne fassent... le président, son premier gouvernement, il a dit non, j'ai un bic rouge, j'enlève tous ceux qui ont les mains sales. C'est ça ce qu'il a dit. Nous demandons que ce principe soit appliqué partout. Une fois que M. Tomi est lavé par une cour, il y a une cour qui le lave et qui dit qu'il n'a pas de problème. Eh bien, on n'a pas de problème à le voir dans des positions de responsabilité. Mais pour l'instant, le président, nous lui demandons de travailler avec les gens qui ont les mains propres. Et il y en a beaucoup. J'ai aimé, il a dit, il n'y a que presque 700 ou 1000 personnes. Mais 1600 millions, c'est combien? C'est rien. Et donc, maintenant là, si nous sommes sérieux, si nous voulons parler principe, pas des petits arguments de stigmatisation tribaux, non, si nous parlons principe, si nous parlons de ce qui est important pour nous aujourd'hui, pour nos enfants demain, il faut commencer par la vérité qui nous conduira à la réconciliation afin qu'on commence à parler développement. Alors, dans ce pays, on ne parlera jamais développement aussi longtemps qu'on n'est pas réconcilié. Et la réconciliation suppose la vérité. C'est depuis le 6 août qu'il a été nommé. Alors, il a été désigné le 6 août. Alors, comme jusque-là, il n'a pas été changé, est-ce que la société civile, vous allez collaborer avec lui et coopérer pour la réussite de sa mission? D'abord, vous allez compliquer les choses. Nous n'avons aucune intention. C'est ça ce qu'on veut nous faire porter. Ce sont des petits jeux, des petits arguments. On veut nous dire, bon, écoutez, si vous refusez le monsieur, donc vous ne voulez pas le programme. Non. Le doigt, il a dit, ce monsieur-là a 2 assistants qu'il lui-même reconnaît compétents. Et donc, le programme peut avancer sans le monsieur. Il faut maintenant que de l'autre côté, c'est lui qui chapeaute. Il faut que de l'autre côté, l'on nous dise si l'on est sérieux. Comme ça, nous avançons ensemble. Là, c'est vrai, c'est la décision du président de la République. Nous ne pouvons pas lui forcer la main. Mais je crois que le président aussi doit décider, il est dans quelle position. C'est pourquoi d'ailleurs dans notre déclaration, nous avons commencé par lui poser la question. C'est une question que Jean-Baptiste pose à Jésus. À un moment, Jean-Baptiste est resté en prison et il dit à Jésus, est-ce que tu es celui qui devait venir nous sauver ou on doit attendre un autre? Et c'est ça notre question au président. Est-ce que tu es celui qui va finalement mettre le peuple d'abord? Ou alors on va comprendre qu'il est comme tous les autres et on marche comme ça. D'accord, on va passer à une petite conclusion. Il m'a rejoint. Il m'a rejoint. La conclusion. Oui, il m'a rejoint. Ouais. Il a dit ceci, que ce principe soit appliqué partout. Partout, ça veut dire tous ces dignitaires, ils sont au Parlement, ils sont au gouvernement. Qu'ils aillent présenter toute une liste pour dire, monsieur le chef de l'État, enlevez-nous ces gens. 2. Il y a le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Tomi Tambwe, moi j'ai été à Bijombo, récemment ici. Vous savez que les Banyamulenge ne pouvaient pas monter et descendre. Aujourd'hui, ils sont en train de vous apprendre que le marché de Mitamba a repris. Les Banyamulenge descendent de Kafinda jusqu'à Ouvira et remontent. À cause du travail que Tomi est en train de faire avec des ONG, seulement avec des ONG, qui sont membres de la société civile. Des efforts qu'il a menés. Il est membre de la société civile. C'est un président connu allié à l'UDPS. Il est membre de la société civile. S'il vous plaît. Non, il ne faut pas laisser passer des choses. Tomi Tambwe n'est pas membre de la société civile. Vous aurez la parole. Moi, je parle du travail qu'il fait avec des ONG comme société civile. C'est ça ce que je suis en train de dire. Tomi Tambwe, comme société civile dans les montagnes avec des ONG là-bas. Il est de la société civile. Oui, là-bas. Comment il veut être la société civile et là, alors, je vais citer. Je parlais du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Oui. Il connaît la maîtrise de la question à l'Est. Il connaît très bien. Vous voyez. Et ensuite, je vais les apprendre que pour rencontrer les groupes armés, on n'aura pas besoin de ces groupes-là qui est allé à Hippodrome. Et je suis en train de l'apprendre aujourd'hui. Que le travail a commencé à Bukavu. Il y a un comité qui est mis en place, dirigé par le DG de l'ISP. Les groupes armés, on a déjà commencé pour parler avec les groupes armés. Vous voyez ça?
Et ça ne dépend pas d'aller avec la société civile. La société civile, elle est où? Elle est dans les territoires. Merci Fernando. Vous voyez? Merci beaucoup. Elle est dans les territoires. Merci beaucoup. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est ce que nous appelons le feu de paille. Le processus a commencé. Et nous tous, s'ils étaient une bonne société civile, ils auraient pu s'arranger du côté de la population. Merci. Lui, il n'a pas vécu. S'il vous plaît, vous n'avez... Je vais terminer. Les braquages, les enlèvements dans la plaine de la justice. Il y a un timing à respecter. Ok, ils ont compris. Et est-ce que cette population va adhérer à cette histoire? Cette population attend qu'il aille à Ouvira, il aille au champ, dans la paix. D'accord, merci bien. Votre conclusion, pasteur Nicolas? La conclusion, elle est, je la résume. Vous ne voulez pas un membre à la société civile, Tommy? Non. La conclusion, je la résume en un mot. Oui. Et pas en un mot, mais une phrase, et c'est d'adresser au président de la République. Est-ce qu'il est celui qui va finalement se souvenir des victimes ou est-ce qu'il va continuer dans les compromis politiques? Et son message nous permettra de savoir où est-ce qu'on le positionne. Mais qu'il sache que le peuple n'est pas dupe. Et que les quelques personnes qui tournent et qui disent ce qu'ils disent, il n'est pas dupe. Il sait ce qui s'est passé en 2018. Et il sait pourquoi certains ont perdu le pouvoir malgré qu'ils contrôlaient tout ce qu'ils contrôlaient. C'est à cause de ces petits compromis qui fâchent la population. Mais la population aura son temps de s'exprimer. Le peuple et il faudra qu'il s'en assume. Le peuple de Bukavu. Ce n'est pas le premier processus d'aide. S'il vous plaît, ce n'est pas le premier. Oui. Ça risque de ne plus être les derniers. Nous demandons que ce soit les derniers, mais l'approche qu'ils sont en train de prendre nous dit déjà que ce ne sera pas les derniers. Merci. Nous disons à tous ceux qui vont financer ce processus, et bien votre argent ira tout droit dans l'eau. Et on reviendra nous le dire. Merci, pasteur Nicolas. S'il vous plaît, c'est terminé. Alors, il y a ce message qui n'est pas signé. Pourquoi faut-il toujours opprimer les malfaiteurs? Ça doit cesser. Les numéros, c'est un numéro RTL. Il se termine avec 93. Merci beaucoup. Alors, Tommy Tamboué a été nommé vendredi le 6 août cette année 2021 coordonnateur du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire et stabilisation PDDRCS par ordonnance présidentielle. Il est originaire du Sud Kivu dans la plaine d'Ouvira. Il détient une licence en criminologie. Alors, d'après plusieurs documents et sources, il a été parmi les 50 signataires de la naissance officielle du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, cette rébellion soutenue par le Rwanda contre le gouvernement de Laurent Désiré Kabila qui venait de rompre sa collaboration avec les pays de Paul Kagame en 1998. Au sein de cette rébellion, il avait occupé le poste de vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, mais en 2000, Tommy Tamboué a été démêlé avec les RCD. Pendant 3 mois, il a été incarcéré dans un cachot célèbre du RCD Goma dénommé Chien Méchant. Précise donc des sources qui ont été contactées par Radio Okapi. Alors, lors du partage du pouvoir de 1+4 à la suite des négociations à Sun City en Afrique du Sud entre les belligérants, les coordonnateurs du PDDRCS s'est retrouvé sans poste et à la suite de cette déception, il a rejoint le Congrès national pour la défense du peuple et les CNDP, cette nouvelle rébellion qui a été créée en janvier 2006 par le général de Laurent Nkunda, puis à la création du mouvement du M23, le mouvement du 23 mars. Tommy Tamboué a rejoint la branche politique de cette rébellion avec d'autres anciens de la rébellion du RCD Goma et du CNDP. Et en juillet 2012, Tommy Tamboué, alors en refuge au Rwanda, a rejoint le mouvement Alliance pour la libération de l'Est du Congo, ALEC, selon les rapports des groupes d'experts des Nations Unies. Les mouvements armés ALEC s'étaient alors alliés au mouvement armé appelé Mouvement Congolais pour les changements MCC et au M23 dans le but d'instaurer une république indépendante du Kivu, selon toujours l'ONU. Vers fin septembre 2012, Tommy Tamboué a remplacé Mouza à la présidence de ALEC, ce dernier en devenant le vice-président. Aux négociations de paix entre les gouvernements congolais et les M23 à Munyunyo, à Kampala en 2013, Tommy Tamboué fut appelé par les M23 pour y participer. Il a été désigné par l'aile du M23, dirigé par Jean-Marie Roniga comme assistant du négociateur principal à ces pourparlers. Plusieurs sources qui attestent qu'après les négociations de Kampala, les coordonnateurs des PDDRCS a notamment participé à l'élaboration des accords de Nairobi à l'issue des pourparlers entre les deux parties. Et récemment, le 17 août, lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à Kinshasa, le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a défendu
Tommy Tambwe, il a répondu aux détracteurs de Tommy Tambwe qu'il est désormais appelé donc à rassurer les groupes armés, dont certains qu'il a combattus même lors de ses passages dans différentes rébellions. Patrick Mouyaya qui a déclaré, je cite, « Nous voulons vivre dans un pays réconcilié où tout le monde a un passé ». Alors, il a refusé de citer les noms des rebelles ou d'anciens chefs rebelles pour ressasser les passés de chacun. Il a déclaré, je cite encore, « Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de regarder l'avenir parce que le profil de celui qui doit diriger les programmes du DDRCS est un profil qui doit répondre à un certain nombre de critères. » On va terminer cette partie ici. Je prends les enseignants dans quelques instants. On marque une petite pause, mesdames, messieurs. Et la suite de cette émission débat, c'est tout à l'heure. Sur Radio-Télévision Ngoma et Kivu, prenons cet autre dossier sur l'enseignement, l'éducation dans la province du Sud Kivu. Comme je l'ai dit, il y a un problème du côté caméra. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, il y a de cela une semaine, depuis que la rentrée scolaire a eu lieu de manière officielle sur l'ensemble du territoire national, côté école privée, ça semble aller. Mais du côté école officielle, des enfants qui vont à l'école, mais quand ils reviennent après quelques temps, ce qu'ils disent, c'est pas du tout bon. Et ceux qui vont dans des écoles conventionnées, catholiques, protestantes, etc., est-ce qu'ils vont à l'école? Ils sont allés à l'école le lundi dernier, ils s'y sont retrouvés seuls, il n'y avait pas d'enseignants. Il y a dans des écoles où les chefs d'établissement sont arrivés, il n'y avait pas d'élèves ni d'enseignants. Des enseignants qui continuent à revendiquer. Alors, le ministre est passé par une décision, il a pris une décision donc, qui a été interprétée de manière différente par les enseignants. Cette mesure qui consiste donc à aller voir dans les écoles des enseignants qui ne viennent pas et pour tout simplement... Non, ça on va analyser dans cette émission débat ensemble avec les enseignants qui sont avec moi sur ce plateau. Permettez-moi de dire bonjour et bienvenue à l'inspecteur Gilbert Boaliboudougué. Il est rapporteur du syndicat national des inspecteurs du Congo, c'est ça? Inspecteur d'école du Congo, Sinieko. Bonjour Gilbert, bienvenue. Bonjour, je salue tous les auditeurs de la radio RTNK et je salue tous les co-débatteurs ici. Nous étions ensemble il y a de cela 2 semaines, donc c'était une semaine avant la rentrée scolaire. Bienvenue. À vos côtés, c'est Bahugwere Ruizibuka Gentil, il est secrétaire du syndicat national des écoles protestantes SINEP. Bonjour Gentil. Bonjour journalistes, je salue les co-débatteurs et tous ceux-là qui sont en train de nous écouter pour cette émission. Merci bien. Alors pour vous, c'est la première fois d'être ensemble? Oui, ici dans ces débats de RTNK. C'est pas la première fois. Dans les débats? Dans les débats, c'est la première fois. Oui, c'est la première fois, je me rappelle bien. Non, parce que j'anime cette émission depuis 2013. Oui. Et au moins, j'ai une image de chaque invité sur ce plateau. Oui. Il y en a d'autres qui sont devenus des ministres, oui. Des conseillers à la présidence, etc. Et, alors, à vos côtés, Koussinza Balemba Bernardin, il est secrétaire adjoint du SIECO, le syndicat des enseignants du Congo, ici au Sud Kivu. Bonjour Koussinza. Bonjour messieurs les journalistes. Et bienvenue. Merci pareillement. On n'a jamais été ensemble dans ces débats aussi. Non, nous avons été ensemble. Ensemble? C'est pas la première fois. Alors j'ai vieilli. Donc ce n'était pas ici, dans ces bâtiments, c'était à la poste? Non, c'était ici. C'était ici. Ok. Et ça ne fait pas, c'est vrai, la première fois. La fois passée, même dimanche, j'étais ici. Non, même on n'a pas été avec vous. Avec moi, donc c'est peut-être avec Eric. Nous avons un jour été avec vous dans cette émission. J'ai vieilli. Et lui aussi, c'est un camarade d'université. Oui, merci bien. À vos côtés, il y a Olivier Mouchagalousa qui est avec nous. Il est cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, ici à Bukavu. Bonjour Olivier. Bonjour chers de la chance, bonjour aux auditeurs de la RTNK. Et bienvenue. Et bonjour aussi aux téléspectateurs de cette chaîne. Ça fait 5 mois, on n'a pas été ensemble. 5 mois, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je crois que ça doit être 3 mois. Et c'est là aussi, bon,
ce n'est pas seulement des mots. Bon, j'ai dit aussi bonjour à tous ces Congolais qui soutiennent la réussite du chef de l'État. Merci. Merci bien à tous ces Congolais qui suivent la RTNK, bonjour aussi. Et également aux étrangers et aux étrangères. Bien, prenons les choses sérieuses. Alors, je commence par les enseignants. Vous êtes enseignant, cher Koussinza Balemba Bernardin. Alors, une semaine après la rentrée scolaire, les activités scolaires qui laissent à désirer dans la province du Sud Kivu. Ça fait une semaine, plusieurs enfants sont à la maison. Il y en a d'autres qui ne savent pas à quel sens c'est voué. Je vous écoute. Merci, messieurs les journalistes. Je suis très ravi que je sois encore appelé dans cette émission. D'accord. Une émission, je pense, à mon avis, cette étape est passée. On va édifier, directement au but. Qui va nous édifier. Oui. Bon, c'est vrai. Ça fait déjà une semaine que les élèves ne sont pas en train d'aller à l'école. Ce n'est pas seulement en République, ici au Sud Kivu, mais presque dans toute la République démocratique du Congo. Je sais que vous êtes en train de suivre les autres chaînes, à part la grande chaîne RTNK. Si vous entendez Okapi, Kinshasa, si vous suivez même la radio nationale, la télévision nationale. Vous êtes enseignant dans quelle école? Je suis un enseignant dans une école officielle. Oui. En effet, vous allez à l'école, mais nous ne sommes pas en train d'aller à l'école. Ouais. Et là, j'ai fait un message, un sentiment de réconfort aux camarades enseignants qui comprennent que nous devons toujours lutter, qui comprennent que sans la lutte, ce gouvernement ne peut pas respecter les enseignants. Le gouvernement qui vous a promis la désactivation. Donc le gouvernement qui nous a promis la désactivation. Et c'est une grande honte, je pense, de la part de ce gouvernement. Parce que j'ai compris comme si, c'est vrai, nous n'avons pas de chance. Si vous vous souvenez de votre premier débat à cette émission, Tony, et notre Tony. Non, on ne parle pas de Tony maintenant. Donc on parle maintenant de l'enseignement. Oui, je suis en train de parler du ministre parce que c'est le ministre qui représente le gouvernement. Lui c'est Tommy, lui c'est Tony. Lenny, ça rime. Et comme ça rime, le gouvernement, les enseignants d'abord, je les remercie pour avoir senti, pour avoir compris que nous devons revendiquer. Qu'est-ce que nous sommes en train de revendiquer? C'est ça la question. En fait, il y a 2 ans, que nous avons signé de bonne foi un accord avec le gouvernement. C'était les accords de Bibois. Nous les avons signés en 2019. Et comme nous avons signé ces accords en 2019, c'est vrai, parmi les accords, je peux essayer de parler de certains articles clés. Il vous reste 1 minute. Oui, merci. Certains articles clés. Parmi les articles, nous avons la suppression des zones salariales. Nous avons le paiement des enseignants NU. Nous avons l'installation de la mutuelle de santé. Nous avons le paiement du 2e et du 3e palier de cet accord-là. Parce que le premier palier était déjà payé. À notre surprise, et justement la fois dernière, lorsque nous avons été avec le ministre de l'EPST, ici au Panorama, nous lui avons remis en main propre les mémorandums des enseignants du Sud Kivu, un mémorandum que nous avons signé avec SIECO et SINECAT. Merci les 6 minutes ne sont pas encore passées. Oui, c'est 1 minute et qui vient de s'écouler. Oui, oui. Je reviens à vous plus tard. Oui, merci. D'accord, parce que vous avez semblé traîner. Il faut passer tout droit là. Donc, à l'essentiel, je vous écoute gentil. Vous êtes membre de la SONEPA, association les SINEP. Pardon, les SINEP, le syndicat des enseignants des écoles protestantes. Vous êtes resté à la maison toute la semaine. Et les enfants, ils sont restés à la maison. Encore pendant 7 ans, c'est eux qui perdent. Bon, messieurs les journalistes, nous sommes en train de constater avec regret le non-respect de la loi dans ce pays. C'est-à-dire la Constitution, à son article 36, dit que tout Congolais a droit au travail et que dans ce travail, l'État doit lui garantir une rémunération
équitable qui va assurer aux travailleurs une vie digne de la personne. Maintenant, avec désolation, nous, enseignants du site Kivu, nous avons vu que l'État n'a pas obéi aux accords qui étaient signés, tels que les camarades venaient de les souligner. Aujourd'hui, il y a les enseignants qui sont en train d'être victimes dans des chantiers, tout simplement parce que l'État n'a pas obéi à ces accords là-bas. Il y a les enseignants NU, il y a les enseignants NP, il y a aussi les enseignants qui sont payés en monnaie de singe. La vie à Bukavu aujourd'hui, on ne peut pas dire que 90 $ peut nouer les deux bouts du mois. C'est tout cela qui a fait que les enseignants sont toujours en grève jusqu'à aujourd'hui, en attendant que les gouvernements puissent répondre favorablement aux requêtes et à ces accords-là. Question de Mélissa qui nous suit de l'avenir paysage et qui pose la question: quelle sera la semaine prochaine? Est-ce qu'il y aura rentrée scolaire? Donc est-ce que les enfants seront à l'école ou bien ils vont toujours rester à la maison? À cette question, monsieur le journaliste, je ne saurais pas répondre. Il vous reste quelques secondes. Je ne saurais pas répondre à cette question. C'est le gouvernement qui peut répondre à cette question. Mais vous, nous, enseignants, nous attendons. Oui. Si même aujourd'hui l'État nous appelle pour récupérer notre salaire de 400 $, comme convenu dans les accords, aujourd'hui on peut aller enseigner. 400 balles. Oui. C'est bien. Et donc les enseignants attendent de toucher 400 balles du gouvernement congolais. C'est bien. Alors, il vous a été donné une injonction par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Cher Gilbert Boali-Boudougué, je rappelle, vous êtes inspecteur. Le ministre national de l'EPST qui a menacé la désactivation des salaires des enseignants grévistes, c'est ça? Au fait, vous passez déjà à l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Ce n'est pas facile d'en parler. Ouais. Pourquoi? Parce que vous savez, la dernière fois quand nous étions ici, dans ma conclusion, j'avais dit, nous ne sommes pas concernés par la grève comme inspecteurs. Et j'avais dit, nous allons sillonner toutes les écoles et constater la présence et l'absence des enseignants pour donner rapport à qui d'entre eux. Il reviendra à lui de décider. Et les 4 le lundi de la rentrée, nous avons sillonné toutes les écoles de la province. Et nous avons donné rapport. Dans certaines écoles, seuls les chefs d'établissement sont présents. Dans d'autres, certains enseignants sont présents. Dans d'autres, certains élèves sont présents. Et nous avons donné rapport. Et l'autorité a déjà les rapports. Et il connaît qu'il n'y a pas eu rentrée, sauf dans les écoles privées. L'injonction qu'on nous a donnée, c'est de trop. Parce qu'on a déjà la réponse de ce qu'on demande de faire. Il ne revient plus à nous de continuer à aller dans les écoles parce qu'il n'y a personne que nous allons rencontrer. Donc vous êtes, les chefs d'établissement. Vous êtes fatigué à sillonner. Mais comment on va vous demander ce qu'on connaît? Ce n'est plus normal. Nous avons déjà fait ce que nous devrions faire. Nous avons donné rapport. Et l'autorité connaît qu'il n'y a pas une rentrée scolaire, sauf dans les écoles privées. Et donc nous avons fini notre mission. Il revient maintenant à l'autorité de désactiver, comme il a pensé qu'on doit le faire, de désactiver alors ces enseignants pour nous amener, je ne sais pas, sont les anges. Et c'est lundi 11 octobre, vous serez encore dans les écoles? Comment aller dans les écoles? On va rencontrer qui là? Non, on ne sait pas. Ah bon. Que les enseignants nous disent s'ils seront là, comme ça nous allons descendre aussi. Écoutons Olivier, il est du parti au pouvoir. Olivier Mouchagaloussa, vous êtes de l'UDPS. Vous suivez de près cette situation des enseignants, les revendications qui ne datent pas d'aujourd'hui, parce qu'il y a 2 semaines, nous l'avons rappelé, hein, c'est pas aujourd'hui qu'on commençait donc ces revendications, c'est depuis très longtemps, plusieurs années d'ailleurs. Avant chaque rentrée scolaire, il y a toujours des situations comme ça, des tempêtes comme ça. Je vous écoute, vous avez promis les peuples d'abord, y compris les enseignants, bien sûr. Ils veulent les 400 balles.
Merci pour la parole. Mais je dois reconnaître d'abord qu'en fait, les enseignants ont droit de faire des revendications, comme tout Congolais, puisque c'est un droit qui est garanti par notre Constitution. Et donc ils peuvent faire ça, mais que cela soit fait d'une manière là un peu ordonnée. Ça veut dire? Et aussi, bon, je vais évoluer, et vous allez me permettre d'évoluer, puisque vous savez que avec la grève des enseignants, l'enseignant n'est pas la seule personne touchée. Même quand l'enseignant grève, même son enfant est touché. Donc il met même en danger la vie de son enfant. Mais le problème n'est pas là. En fait, le problème c'était d'abord de savoir si la grève était opportune actuellement, si la grève était opportune. C'était ça la question. Puisque nous avons déjà un gouvernement et personne n'a parlé de ça ici. Un gouvernement déjà qui a accepté de faire le premier pas. Et ce pas là, c'est celui de faire une majoration de 20 000 francs pour les enseignants de la ville et 40 000 francs pour les enseignants. C'est pas une insulte ça. Bon, et ils ont majoré combien aux députés, aux sénateurs, donc, de l'autre côté en politique? 20 000 francs c'est 10 $. Bon, en fait, je dis pas que c'est suffisant. Je dis pas que c'est suffisant. Mais quand même, il fallait voir déjà les premiers pas que le gouvernement avait fait. Il fallait voir ça. Et donc, si le gouvernement pouvait soit majorer, faire cette majoration chaque mois, mais l'enseignant, ça pouvait évoluer jusqu'à ce qu'ils arrivent au palier qu'ils sont en train de revendiquer. Et je trouve aussi que certaines de leurs revendications ne sont pas objectives, ni réalistes d'ailleurs. Lesquels? Puisque quand un enseignant vous dit qu'il doit avoir 400 $ pour qu'il rentre à l'école. Il vous rappelle que c'est sur base de l'accord signé à Bibois. Effectivement. L'accord avait donné combien dans l'accord? N'est-ce pas qu'il y a 3 éléments? À part la majoration, il y a aussi d'autres éléments comme la suppression des zones salariales. Et maintenant, ils veulent quitter ça 50 $ jusqu'à 400 $. Est-ce que vous trouvez que c'est réaliste ça? On peut comprendre qu'ils fassent des revendications. Mais dire qu'ils peuvent sauter, donc que leur salaire soit triplé, ça c'est irréaliste. Je ne vois pas le gouvernement le faire. C'est quelqu'un du gouvernement, tu sais qui le dit? Non. Moi je suis en train de parler. Du parti de je n'endosse pas, je ne suis pas quelqu'un du gouvernement. Vous savez ça? Je communique. Je veux dire plutôt quelqu'un du parti de Félix Tshisekedi qui le dit. Moi je dis ceci que nos amis, ils avaient exagéré. Puisque dire qu'ils peuvent quitter ça 50 $ jusqu'à 400, c'est en tout cas une exagération. Pour vous, il fallait combien? Et à part ça, pour vous, il fallait combien? Il fallait qu'ils demandent la majoration progressive. Combien? Ça veut dire ça dépend maintenant de ce qu'ils avaient signé. Et on pouvait soit faire cette majoration de 20 000 francs, donc 10 $ chaque mois. On pouvait arriver soit à ces salaires-là qui sont en train de revendiquer aujourd'hui. Mais dire que le gouvernement peut le faire en un coup, c'est irréaliste. Et le gouvernement a signé sans lire. Au fait, je ne sais pas. Ce sont eux qui avaient signé avec le gouvernement. Mais moi, je me pose la question. Est-ce que le gouvernement avait dit que toutes ces revendications seront répondues à l'immédiat? C'est ça la grande question. Est-ce que le gouvernement avait signé sans lire ce qui était écrit? Monsieur le journaliste, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle les aléas politiques. Ça veut dire qu'on peut signer des accords. Et après avoir signé les accords, on trouve des obstacles là devant. Et cela bloque soit la réalisation de ces accords. Et donc, les amis, je vais interpeller aussi nos amis d'ici au site Kivu. Puisque, je dois les dire ici. En tout cas, quand il y a grève, quand les enseignants grèvent, c'est toujours le site Kivu qui est toujours le moteur dans ça. Vous avez suivi avec moi ce qui s'est passé à Kinshasa dans les réunions. La réunion qu'ils devraient avoir avec le gouvernement congolais. Il y avait un syndicaliste d'ici au site Kivu qui avait créé des troubles dans la salle. Des troubles comment? Il revendique les droits, monsieur. Le gouvernement est venu, le gouvernement avait proposé qu'il y aura cette majoration de 40 000 francs. Pour les enseignants de la ville, les enseignants du village, et les 20 000 francs pour les enseignants de la ville. Mais les amis syndicalistes qui étaient dans la salle, au lieu de suivre l'évolution des choses,
ils avaient décidé de tout troubler. Et donc la réunion, c'était arrêté. Est-ce que vous trouvez que ça c'était modèle? Est-ce que c'est pas une moquerie? Moi je pense que... C'est pas une moquerie. Moi je pense que nos amis enseignants devraient faire attention. Ouais. Ils risquent d'être manipulés sans le savoir. Est-ce que vous savez qu'il y a les gens dans cette ville, d'ailleurs pas même dans cette ville seulement, mais dans ces pays, qui ne sont pas d'accord que la prime soit supprimée? Ils sont nombreux dans ces pays. Ce sont des gens qui se sont enrichis avec la prime. S'il vous plaît, Olivier, c'est question juste de répondre aux desiderata des enseignants. Respecter les accords, c'est fini, c'est ce qu'ils vous disent. Je ne refuse pas. Respecter les accords signés entre l'État et les enseignants, c'est tout. C'est pas question de manipulation. Je vous écoute, gentil. Bon, oui, vous avez fini. C'est avec regret que je suis en train de suivre ce que dit l'ami de l'IDPS. Gentil Baoguere, rapidement s'il vous plaît, nous courons derrière le temps. Je voudrais lui dire tout simplement que la Constitution, à son article 12, stipule que tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection. Pour dire quoi? Vous minimisez l'enseignant. S'il fallait que l'enseignant fasse un sacrifice, il faudrait commencer par le niveau national. Tous ces députés-là, tous les députés provinciaux, tous les sénateurs, ils devraient aussi manifester leur sacrifice. Et là, l'enseignant va voir, compte tenu de ces sacrifices de nos élus, nous aussi, nous pouvons quand même accepter. Quand vous dites qu'un enseignant pouvait accepter de se rallier à un salaire de 40 000 francs qu'on a majoré ou 20 000 francs, tandis qu'un député a 13 000 $. 13 000. D'autres ont 7 000. Est-ce que vous ne voyez pas que ça c'est une moquerie et piétiner cet article qui dit que nous devons jouir d'un droit équitable et une protection égale à la loi? Voilà, messieurs les journalistes, pourquoi nous, enseignants, nous sommes toujours négligés par nos élites qui ont été formés d'ailleurs par nous, enseignants. Ça, c'est une moquerie. C'est comme un enfant qui peut se moquer de son père. Et tout cela, vraiment, nous disons non à cette discrimination là-bas. Et j'encourage à tous les enseignants de rester serrés. Il faut que nous-mêmes, nous puissions réclamer notre droit. J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Vous avez dit 13 000. Je suis en train de consulter un article écrit en 2013 de financialafrique.com qui dit qu'en RDC, le salaire mensuel du député national pourrait passer de 4 030 à 6 030 $ américains. Donc, si le gouvernement prend en compte la requête de la présidente de l'Assemblée nationale, à l'époque c'était Janine Mabunda, donc c'était de 4 000 à 6 000, donc ça ne va pas autour de 13 000, en tout cas je ne le pense pas, donc si ça c'est plus autour de 6 000, 7 000, quelque chose comme ça. Mais jusque là c'est aussi beaucoup, c'est 6 000 à 7 000, c'est 7 000 je crois bien les 7 000 oui, alors 7 000 $, à 20 000 francs, alors qu'il y a un enseignant qui voudrait passer de 150 $ à 400 $, et Olivier qui va dire oh non, c'est un peu je vous écoute. Merci messieurs les journalistes Bernardin, rapidement. Mais je suis très sidéré de comprendre que les gens à qui nous avons donné les pouvoirs, c'est comme si ces pouvoirs nous l'avons donné à la rue. Comment ça? Pourquoi je le dis? Parce que je ne comprends pas comment monsieur Olivier qui est présent ici puisse être à mesure de réfléchir comme celui qui n'est pas passé par les mains d'un enseignant. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, il est en train de parler français. Est-ce qu'il est français? C'est parce qu'il est passé à travers les mains de ces enseignants qui l'ont, en tout cas, qui l'ont fait un homme, qui l'ont fait ce qu'il est aujourd'hui. Alors, je vais parler d'un peu de l'idée dont vous parliez de la désactivation des enseignants. On se demande, à dire vrai, où est-ce que nous sommes en train de rentrer dans ces pays. Et je pense que ça doit être peut-être vers la dictature de Mobutu. Pourquoi je l'ai dit? La Constitution, à son article 39,
dit ceci: le droit à la grève est reconnu et garanti. Mais vous comprenez, parce que les enseignants aujourd'hui sont en grève, ils sont menacés de tout genre. Ils sont menacés par les IPP. Ils sont menacés par les ministères de l'EPST à travers son Excellence Tony Mwaba. Est-ce que, à dire vrai, Tony respecte notre Constitution? Et c'est donc dans ce cadre-là que nous, les enseignants, nous avons pensé qu'il fallait en tout cas concevoir une pétition contre le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, qui piétine 2 articles lui-même dans la Constitution. D'ailleurs, ce n'est pas 2, c'est 3 articles. Il piétine d'abord l'article 39 de la Constitution, qui donne un droit de gréver aux enseignants et à tous les travailleurs de la RDC. Mais il dit qu'il doit désactiver les enseignants. Les désactiver, il doit savoir que les enseignants ne sont pas ses enseignants. Nous sommes des enseignants de l'État. Et lui, ce n'est qu'un simple mandataire. Il va occuper ses postes aujourd'hui et demain, il part. Peut-être c'est de la chance qui sera notre ministre. Non, de la chance, non, j'avais voulu faire la politique. Ça, non, permettez que je le dise. L'autre article qui est piétiné par Tony, c'est l'article qui parle de la gratuité de l'enseignement. Lorsqu'ils ne veulent pas payer les enseignants, c'est qu'ils ne veulent pas non plus que l'éducation soit... Vous avez suivi Olivier dire éviter la manipulation parce qu'il y en a de ces gens qui ont les goûts de la prime. Oui, je vais répondre à sa préoccupation là-bas. Je disais, son Excellence Tony lui-même est en train de vouloir qu'on rentre là où Olivier était en train de nous parler. De quoi? Si par exemple ils ne parviennent pas à payer les enseignants, parce qu'il y a des fois que nos chers politiciens ici minimisent les problèmes. Il y a 2 ans qu'un enseignant NU est en train d'aller à l'école. Un NU qui était fabriqué par le gouvernement. Le gouvernement organise un test des inspecteurs. Les enseignants réussissent à ces tests. Et après avoir réussi à ces tests, les inspecteurs sont partis avec leur salaire. Et les enseignants qui sont restés dans ces écoles en train d'enseigner, aujourd'hui, ce sont des enseignants NU. Ils ne touchent aucun frais de l'État. Ils ne touchent aucun frais des parents. Là, je parle des enseignants qui sont à l'école primaire. Et là, l'irresponsabilité du gouvernement, le gouvernement nous montre que ces enseignants doivent travailler depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Ils commencent une autre année et ils finissent encore cette année sans qu'ils ne touchent même un sou, mais ils vont à l'école chaque jour. Tenez, messieurs les journalistes, c'est une grande honte de vous informer que dans nos écoles, il y a des enseignants qui payent les autres enseignants. Un enseignant part à la banque, à la TMB ou à la FBN Bank. Il vient avec son salaire. Après être venu avec son salaire, il prend 3 000 de cet argent. Il donne à son ami qui occupe une autre classe dans une école. Et vous comprenez les enseignants qui réfléchissent. Et vous comprenez les enseignants qui vraiment sont en train de défendre les droits des autres. Accepter cette bêtise de l'UDPS. J'écoute, donc je viens de comprendre cette colère des Bernardin. Olivier, il fallait demander pardon. S'il vous plaît, Bernardin. Olivier, il faut demander simplement pardon. S'il vous plaît. Inspecteur Gilbert, en fait, est-ce que c'est facile d'aller inspecter dans les écoles alors qu'on est soi-même dans une situation presque semblable à celle des enseignants? Parce que vous, les inspecteurs également, vous... c'est pas rose chez vous. Est-ce que c'est vraiment facile d'aller sur le terrain, faire l'inspection, alors que vous-même, vous êtes dans les mêmes conditions que les enseignants? En fait, à notre niveau comme inspecteur, nous avons nos problèmes qui ne sont pas différents des enseignants. Et nous avons différentes missions, ce qui est vrai, mais nous ne sommes pas traités différemment. Nous sommes traités de la même manière. Et d'ailleurs, les enseignants sont mieux traités que les inspecteurs parce qu'en plus de ces salaires, quoique modiques, ils ont encore une petite prime
qui vient des parents. Et les inspecteurs n'ont rien en plus. Alors, le problème c'est à quel niveau? Nous n'avons pas encore entré dans la danse de la grève. Mais un jour, nous allons y arriver. Ce qui est difficile, c'est que nous travaillons dans des difficultés. Nous travaillons avec des difficultés. Et c'est pourquoi je vous ai dit au début que nous avons du mal à descendre encore dans les écoles pour chercher les enseignants qui sont présents, les enseignants qui ne sont pas présents. Parce qu'on ne peut pas nous demander une question à laquelle on a soi-même la réponse. Et une question, une petite parenthèse. Vous allez chercher les enseignants qui ne sont pas présents dans des écoles. Il y en a qui disent, bon, ils sont nombreux, ceux qui ont le diplôme, ils peuvent remplacer ces enseignants qui ne viennent pas à l'école. Alors, du coup, ils seront des NU, alors que les NU pleurnichent dans des écoles. C'est ça ce que je dis, c'est un débat du niveau bas. Parce qu'on ne peut pas dire ça. Au lieu de chercher la solution à un problème, on ne peut pas continuer à créer du flou. Quand le gouvernement signe les accords avec les enseignants, on n'implique pas l'inspecteur. Et c'est pourquoi on ne doit pas utiliser l'inspecteur comme un chien de chasse de ses frères. Et pourtant, la faute revient effectivement à l'État congolais parce que c'est lui qui n'a pas respecté ses engagements avec les enseignants. Et nous, bon, nous ne sommes là que pour appliquer les lois, pour appliquer les instructions. L'ami qui a dit qu'ils sont menacés par l'IPP, non, lui aussi doit retirer. L'IPP ne peut pas menacer un enseignant. Nous sommes des conseillers, nous sommes des éducateurs, nous sommes des encadreurs. Nous ne pouvons pas s'attaquer à quelqu'un qui réclame son droit. Non, réclamer c'est constitutionnel. Personne ne peut l'attaquer. C'est juste, tout est créé du flou des politiciens. Tous les temps qu'on a politisé le secteur éducatif, c'est là qu'il y a eu un problème. Tout ça que l'IPP peut dire... ce sont les instructions qui viennent d'en haut. Et lui ne peut qu'appliquer. Et donc, il y est pour rien. Donc, il est dit malgré sa conscience. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Donc, les enseignants doivent comprendre que nous n'avons pas de problème. Alors, il revient à nous de passer dans les écoles, constater celui qui est venu, celui qui n'est pas venu, puis on donne rapport. Et il sera désactivé. Nous ne savons pas ce qu'on pourra faire. Il y aura des nouvelles NU et ça pose problème. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion? Brève conclusion, s'il vous plaît, 1 minute chacun. Olivier. Bon, en fait, vous parlez déjà de la conclusion, mais je n'ai pas encore réagi à oui, parce que vous serez avec nous. Donc, il y a un sujet tout à l'heure. Bon, en fait, je voulais seulement dire à mon ami ici à côté qui est... En fait, il s'appelle Bernardin. En démocratie, en fait, la liberté d'expression, c'est un principe. Et si moi j'exprime mes opinions ici, cela ne veut pas dire que parce qu'il n'est pas d'accord avec ça, que ça doit les scandaliser. Permettez que j'écoute Mzenami Katintima, bonjour, merci d'appeler. Merci beaucoup. Éloignez-vous un petit peu de votre poste récepteur radio ou télévision, éloignez-vous un petit peu. Les pauvres élèves aussi qui souffrent de cette politique de la mauvaise gouvernance. On nous a promis la gratuité, mais qui n'est pas là. Mais mon regret est le suivant. L'IDPS, et c'est parce qu'en 2006 n'est pas allé au référendum que l'IDPS est en train de cracher sur l'article 39 qui reconnaît la grève, l'article 26 de la Constitution qui reconnaît à l'État de doter de ses agents un salaire décent. Qu'est-ce que je veux dire? Comment on peut dire qu'un enseignant qui est en grève doit être désactivé? Et pourtant, la Constitution elle-même reconnaît que le droit de la grève est là. Et j'attire l'attention des syndicalistes que c'est pour 6 mois. Dira que si réellement la grève a été décrétée et on a notifié le pouvoir central, on a droit à son salaire pendant 6 mois de négociations, et si les négociations-là n'ont pas abouti, c'est à ce moment-là qu'on peut désactiver. La désertion. À notre époque, nous qui sommes responsables quelque part, c'était 15 jours de désertion. Mais aujourd'hui, l'inspection du travail prévoit ou dispose de 30 jours pour constater la désertion d'un agent. La rentrée a eu lieu le lundi dernier, c'était les 4, j'estime. Mais maintenant, à partir du vendredi, on dit que les personnes qui ne se sont pas présentées
doivent être désactivés. Quelqu'un qui a eu même un décès ce jour-là, il devait être à l'école. En tout cas, le pouvoir agit par la force et on veut peut-être faire accepter les gens que oh non, on va vous désactiver. Quand on vous désactive avec $80 qu'on vous donne par mois, vous commencez à trembler, que les enseignants soient solidaires et forts pour qu'ils obtiennent gain de cause afin que nos enfants ne soient pas encadrés par la craie ou bien la salle de classe. Parce que quand on demande quand on dit aux enseignants qu'ils seront désactivés, donc ils seront en classe, ils ne vont pas enseigner et ce sont les enfants qui doivent souffrir. Je pense que je peux me limiter. Monsieur Lamir, il y a une question. Oui. Vous indexez les pouvoirs actuels, alors que vous-même vous êtes au pouvoir. Vous êtes l'UNC, l'UNC est au pouvoir avec l'UDPS, ça on le sait bien. C'est une très bonne question. J'appartiens à l'INC en coalition avec l'Union sacrée. Oui, est-ce que vous êtes en train de dire que vous avez échoué? Je suis astreint à ne pas voir une question sociale. Ça, c'est une question. Quand je n'ai pas d'eau, quand je n'ai pas de courant électrique, il faut que je dise que c'est très bon, je passe la nuit dans la lumière, bien dans la clarté. C'était vos promesses de campagne. C'était vos promesses de campagne. Je suis en train de déplorer cette méthode de travail. Oui. Et si c'est de cette façon-là, le bilan est déjà négatif. Inutile même de dire que Kadima ne doit pas être président de la CENI parce que la population va tirer des conclusions. À ce moment-là, comme on n'a pas répondu au social, j'estime que même le résultat pourra être connu. Qu'est-ce que l'FCC a gagné avec une mauvaise gouvernance? On n'a pas aligné Chadar, vous avez vu Chadar passer? Non, je suis en train de sonner et de donner l'alerte même à ces membres-là qui sont au gouvernement, d'échanger et d'améliorer les sociales. Merci. Je pense vous avoir répondu. Merci beaucoup, Mzee Namir. Alors, c'était la conclusion. C'est Olivier qui est en train de conclure. Rapidement, s'il vous plaît, Olivier, vous savez bien qu'il y a un petit sujet à traiter tout à l'heure ensemble. Je voulais appeler donc Papa Namir à éviter l'hypocrisie politique. Puisque quand il parle, on dirait un opposant. Mais lui, d'ailleurs, vous avez... il est conscient de la situation. Mais non, ce qu'il est en train de faire là, c'est la politique d'Autriche et ce n'est pas bien. En fait, il doit s'assumer. S'il veut être opposant, il doit quitter l'INC. Parce que l'INC fait partie du gouvernement actuellement. Vous avez dit tout à l'heure la liberté d'opinion. Aussi, je dois le connaître. C'est son opinion. Il y a, écoute, messieurs les journalistes, il y a une différence entre les gouvernements et l'opposition. Lui, n'est-ce pas que les ministres de l'INC participent au Conseil des ministres? Et c'est l'endroit où les décisions se prennent. Donc si le gouvernement congolais échoue, l'INC aussi échoue. Si le mandat est négatif, il n'a pas refusé ça. Son INC aussi aura un mandat négatif. Il n'a pas refusé. Il devrait se rappeler. Il n'a pas refusé. Je voulais aussi dire à l'ami syndicaliste ici que... Prenons cet appel. Oui, allô? Je vais revenir à la charge pour peut-être éclairer la lanterne de cet homme qui intervient dont je ne connais pas les noms. Il se souviendra qu'à la création de l'Union sacrée, un arrêt est venu de la Cour constitutionnelle disant que deux personnes peuvent être même dans une même formation politique, être élues sur une même liste et quelqu'un peut être soit de l'opposition ou du pouvoir. Ils me disent au niveau du PPRD, s'il n'y a pas de PPRD au gouvernement, de PPRD à l'opposition. Moi, quand par exemple, vous avez fait signer une motion, prenons aujourd'hui la motion contre Ilunkamba. Tous les points signalés là-bas, est-ce que ces points-là ne sont plus d'actualité? Il y a retenu à la source de 40%. Merci, Lamir. Bientôt, on va coller les étudiants dans les universités. Vous avez dit zéro chômage. Merci, M. Lamir. Combien d'enfants qui seront embauchés? Monsieur, en tout cas, vous devez être en actualité. Il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle qui le dit. Et je pense que je n'ai pas tort de dire que nous sommes en coalition. Merci, M. Lamir. Nous courons derrière les temps. Merci. Nous courons donc derrière les temps et donc ça vaut la peine d'évoluer. Oui. On dirait que je n'ai pas la chance puisque... Chitez s'il vous plaît. Vous chitez s'il vous plaît. Alors, je disais qu'en fait, le Papa Namir doit savoir que l'échec de l'Union sacrée, c'est aussi l'échec de son parti, l'INC. D'accord. Et pour les enseignants? Je voulais aussi dire aux collègues ici syndicalistes qu'il doit faire la différence entre l'administration scolaire et le gouvernement congolais. Quand un inspecteur était un enseignant, il change déjà les statuts, il devient inspecteur, donc il devient enseignant, je ne sais pas, assis. Il n'est plus enseignant debout. Là,
c'est l'administration scolaire qui doit donc travailler sur ça, parce qu'en principe, il ne doit pas partir avec son salaire. Oui. Il doit arriver à l'inspection, et c'est l'inspection qui donnera les rapports au SECOP. C'est ça, c'est le service que vous DP, n'est-ce pas? C'est l'inspection qui donnera les rapports au SECOP, et c'est le SECOP qui s'occupera de cette affaire-là. Vous ne pouvez pas dire que le gouvernement quittera Kinshasa pour venir donner les rapports d'un enseignant qui est devenu donc inspecteur. Alors, bonjour, présentez-vous, intervenez. Oui, bonjour. Je suis Safari Pascal, intervenu à partir de Bukavu. Oui, on vous écoute difficilement, mais parlez rapidement, s'il vous plaît. Vraiment, le débat est très intéressant. Merci. Quand nous apprenons que le ministre Tony Maba a décidé de désactiver les enseignants qui sont en grève, qui sont... Vous êtes à côté de votre poste récepteur radio ou télévision, alors ça siffle. Si vous pouvez vous éloigner un tout petit peu, rapidement, s'il vous plaît. Oui, je disais, si le ministre Tony Maba a décidé de désactiver les enseignants, oui, alors que la grève dont il est question est reconnue par la Constitution à son article 38 et l'article 39, nous pensons que c'est une provocation qui est simple. Tony Maba, c'est un provocateur. Et je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est une barbarie politique. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? On sent que vous êtes enseignant, alors qu'est-ce que vous proposez? Je propose, seulement nous allons aussi désactiver tous ces gens. Bientôt, nous allons commencer des actions coercitives qui doivent mettre en débandade les directeurs provinciaux de l'EPC qui a aussi lancé des communiqués, des menaces à l'endroit des enseignants. À partir de demain, lundi, à l'Institut du Banda, nous avons convoqué une assemblée générale là où nous allons prendre des mesures qui s'imposent. Parce que nous n'allons pas accepter quand même qu'on dise qu'on peut nous désactiver étant dans les droits de gréver. Merci. Vous êtes syndicaliste, le nom c'est qui? Je viens de dire, je suis Safari Mirindi. Syndicaliste du Sinecat, c'est ça? Sieko. Je suis secrétaire provincial adjoint du Sieko. Je suis chargé de l'administration. Merci beaucoup, cher Safari. Nous courons derrière le temps. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je vais citer à travers trois choses. Oui. La première chose, c'est... Rapidement, Bernard. S'il vous plaît, Bernard. Rapidement, oui. C'est ce que les camarades Safari venaient de dire. Nous invitons tous les enseignants du Sud Kivu à participer à une assemblée générale demain lundi à 10h à l'Athénée d'Ibanda. Une deuxième chose, oui. nous disons au ministre Tony Maba d'attirer attention parce qu'il est en train de créer un problème qui ne sera pas à mesure de supporter. Troisième chose. Nous sommes à 600 000 enseignants dans cette République. S'il nous désactivait tous, il va prendre d'autres 600 000 enseignants, mais nous aussi, nous allons aussi les déboulonner et les mettre dehors. Troisième chose. Je crois que les camarades qui sont ici, ils sont aussi capables de comprendre que la situation de l'enseignant ne doit pas rester dans la même situation. L'article 39 de la Constitution, chers camarades, vous ne voulez pas chuter, à part ça, l'article 36 aussi nous couvre. C'est que même pour les articles de l'État, même pour les articles, la loi cadre, la loi cadre à son article 36. Bref conclusion, s'il vous plaît. Bref conclusion. Et donc, j'ai conclu en disant que... S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. Ouais, merci. Oui, monsieur le journaliste, je vois que le débat est pédagogique et que dans ce débat, je continue à demander à mes collègues enseignants qui me suivent de rester serrés et que nous allons rentrer à l'école lorsque l'État va nous demander ou va mettre dans nos comptes les $400 du dernier enseignant qui était fixé dans les accords. Mais il se peut que certaines écoles ont vidé leurs caisses afin d'apaiser la colère des enseignants, donc les écoles conventionnées qui ont vidé leurs caisses, semble-t-il, pour apaiser la colère des enseignants et les convaincre de reprendre les chemins de l'école. C'est vrai ça?
Bon, ça, ce n'est pas vrai parce que je n'ai pas cette information. Moi-même, je suis de... Merci. D'accord, vous avez répondu. Oui. Vous avez répondu. Il y a un appel ici, il y a des appels d'ailleurs. Oui. Sauf que je ne sais pas vous prendre maintenant. Nous sommes en train de conclure cette partie, s'il vous plaît, toutes nos excuses. Inspecteur Gilbert, rapidement. Une phrase de conclusion, s'il vous plaît. À notre niveau comme inspection, nous ne sommes pas concernés de près par rapport à cette grève, mais nous pensons que cette grève a tout son pesant d'or d'être, parce que l'État congolais n'a jamais répondu aux revendications des enseignants. Et à notre niveau comme inspecteur, nous continuons à accompagner l'État congolais. Et vous allez constater. Pour qu'il arrive à un certain niveau à résoudre ces problèmes pour l'intérêt suprême. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a un numéro, s'il vous plaît, vous allez... Alors, il y a Jacques qui nous a appelé, mais on ne sait pas vous prendre Jacques, s'il vous plaît. Nous courons derrière les temps. Il y a ces messages. Bonjour, chers journalistes. Pour une précision, nous avons déjà mis la paire à côté et nous devons être payés tous. 400 $ pour les moins payés et la grève est en droit. 20 000 francs congolais est une moquerie. Jacques Bahinyouza, représentant des enseignants à Nyangezi, qui nous appelait tout à l'heure. Merci beaucoup pour ces messages, Jacques. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est Boulambo depuis les cercles épiques. Mais pourquoi les enseignants veulent la prime? C'est Boulambo qui nous fait ce message depuis cercle épique. Merci. L'enseignant doit savoir que c'est aujourd'hui ou jamais. Les parents aussi devront comprendre qu'il y a moyen de solidariser avec les enseignants. S'il vous plaît, s'il vous plaît. L'enseignant doit comprendre, les parents aussi devront comprendre qu'il y a moyen de solidariser avec les enseignants pour sauver les systèmes éducatifs congolais, car les enseignants risquent de rentrer pour ne rien faire à l'école. La désactivation, à mon avis, caractérise la faiblesse. Donner aux anges ce dont ils ont besoin, car ils ne deviendront pas des diables. Justin Mouroula depuis Bagira qui nous fait ces messages. Ni tonton, papa de la chance, Mutombili gouvernement, Ituro Ikotena mu FCC, Atopati a arrêté à Mozuri 2019-2020, Tulipaka 29 500 francs congolais, Mwaka yote, juu ilikuwa FCC. Na FCC à l'époque haikukuwa napenda gratuité ireisir, mais hivi iko mu idéologie ya rais sasa bikwae. Ati arrêté yenye itakuwa passable. Tonton anasema yenye itakuwa passable na kwa mzazi mubeba mzigo ku CO ama ku 8e 7e na 8e mutuseme aache ile ma 120 000 francs congolais zake. Goma mwaka mzima ilikuwa 52 000 francs congolais, Kine ilikuwa 42 000 francs congolais. Merci. Lui il parle de l'arrêté donc qui est du gouverneur. On n'en a pas parlé ici malheureusement, peut-être que prochainement dans notre numéro du débat. On marque une petite pause dans quelques instants, s'il vous plaît. Olivier Souffret, vous avez pris le temps à longueur, vous étiez aussi entrecoupé par des appels, Souffret comme ça un tout petit peu. Nous marquons une petite pause avec cet appel des syndicalistes, ces enseignants qui se sont retrouvés ici à Bukavu, je crois, à l'épée Matendo, où ils ont l'habitude de se retrouver sur Avenue Industrielle, où ils ont décidé de ce qu'ils vont faire la semaine prochaine. Je vous propose d'écouter Jacques Chirimwami, toutes nos excuses pour la qualité de cette image d'amateur. Suivez quand même leur décision et leur colère par rapport à cette menace du ministre national de l'EPST de désactiver leur salaire. Tanganyika, Sud Kivu, Nord Kivu et le Maniema. 3 points étaient à l'ordre du jour. D'abord, évaluer le mouvement de grève qui a commencé depuis le 4 jusqu'à ce jour. Le deuxième point, c'était la restitution qui a été communiquée par les porte-parole des enseignants de Tanganyika. Et le troisième point, c'était la stratégie pour endurcir les mouvements de grève. Après débat et après analyse profonde, les enseignants ont retenu d'abord un slogan qu'ils ont appelé une agression du gouvernement congolais.
Et ils ont trouvé que le ministre Tony confond sa profession d'avocat à un responsable du gouvernement qui est censé représenter le peuple. Pour ce faire, les enseignants ont adopté un principe. Comme ils sont attaqués, ils doivent aussi attaquer. Dans le slogan, camarades haut, camarades A, agressez, camarades A, agressez, camarades agressez. Nous répétons, camarades A, agressez, camarades A, agressez, camarades A, agressez, agressez, agressez. Les enseignants, dans la conclusion, ont constaté qu'ils sont agressés par le ministre, qui est en train de vouloir priver le peuple congolais du droit à la grève. Pour ce faire, les enseignants, pour répondre à l'autorité numéro 1 de l'EPST, qui ne sont pas agents du ministre, mais sont agents de l'État, ils seront la journée du mardi, la journée du mercredi, au bureau du Proved et au bureau du directeur du SECOPE, et après ils seront à l'inspection. Au cours de ce sit-in, les enseignants vont solliciter la désactivation de tous ces gens qui pensent qu'ils peuvent désactiver. Comprendre des tractations ou hésitations autour de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, c'est le dernier point à aborder durant les quelques minutes qui restent pour cette émission au débat des radios-télévisions Goma et Kivu. Vous le savez très bien, mesdames et messieurs, c'est depuis un peu plus de 2 mois, c'est depuis 2 mois maintenant que ça ne va pas jusque-là. Ils ont, quand je dis ils, ce sont les responsables ou les leaders religieux à Kinshasa, les responsables des 8 confessions religieuses en République démocratique du Congo qui ont du mal à désigner les candidats qui pourra succéder, à désigner donc celui qui pourra succéder à Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que le Saint-Esprit a eu difficile à désigner vraiment la personne qui pourra chapeauter la Commission électorale nationale indépendante? Parce que, bon, je dis le Saint-Esprit, toutes mes excuses, j'ai utilisé cela parce que à chaque fois on dit l'Esprit Saint va nous éclairer, il va nous éclairer. Est-ce que ils n'ont pas été éclairés jusque-là? C'est la grande question que l'on se pose. Alors, pour en parler, je reçois sur ces plateaux Lit Bissimois, il est communicateur au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPR des Sud Kivu. Bonjour Lit. Bonjour messieurs les journalistes. Et bienvenue. Merci encore une fois pour l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs et auditeurs de la... Merci bien, merci encore derrière le temps. C'est la deuxième fois pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Merci bien. Séraphin Morola, vous êtes avec nous, vous êtes secrétaire exécutif provincial adjoint à l'ECID, c'est parti cher à Martin Fayoulou. l'ECID, c'est l'engagement citoyen pour la démocratie, c'est ça? Les développements, pardon. Bonjour Séraphin, bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes. Et j'ai gardé sur ces plateaux Olivier Mouchagaloussa, qui est l'un des cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS. C'est parti cher au président Félix Tshisekedi. Bonjour. Bien. Alors, on commence par l'homme de Lamuka, encore l'homme de l'ECID, Séraphin, enfant à Kinshasa dimanche, samedi le 9 octobre, il s'est tenu à la place Sainte-Thérèse, le meeting de Lamuka, mais là n'est pas les sujets. On en vient directement au sujet du jour, parce qu'on sait bien que dans ces meetings, il a été même fustigé ce qui se passe autour de la désignation du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, alors que les jours avancent. En RDC, les élections sont prévues en 2023, on le sait bien. Oui, messieurs les journalistes, comme vous venez de le dire, hier c'était la grande rencontre de la vérité. Et il était question de parler, entre autres, de cette question de blocage de la désignation du responsable de la CENI. Et nous avons abordé plusieurs sujets à l'ordre du jour. Mais en ce qui concerne la désignation,
du responsable de la CENI, du président de la CENI, nous fustigeons les manœuvres et sans aller très loin, nous citons le manœuvre du pouvoir en place qui ne veut pas... Donc pour vous, vous y voyez les manœuvres du pouvoir? Oui, bien sûr. Tout le monde y voit. Il ne suffit pas d'être de l'opposition pour le voir. Tout le monde voit la main de Félix dans ces dossiers. Ah bon? Oui. Oui. Si Félix pouvait libérer la CENI, pourquoi il n'insiste que sur Denis Kadima? On attend seulement que Denis Kadima dirige la CENI. Vous avez entendu Félix insister sur ça et en parler? Vous voulez qu'il parle pour reconnaître qu'il a une responsabilité dans ces dossiers. Mais il ne va pas parler. Mais nous remarquons seulement... Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est lui? Voilà. C'est là que je voulais arriver. Ce qui nous fait arriver à cette question, c'est que Félix, il a été récusé. Alors qu'il est récusé par ses pairs. Félix ou Kadima? Kadima. Ouais. Récusé par ses pairs, le pouvoir en place tient toujours à maintenir l'homme qu'on refuse. L'homme qui est récusé, on tient toujours à le maintenir à la présidence de la CENI. Pourquoi il avait refusé d'entériner Ronsard. Et on a arrêté le dossier. Lorsque Félix voudra qu'on arrête cette question-là, Kadima sera à côté et le processus va continuer. Mais pourquoi les autres confusions religieuses qui ont reçu l'argent de corruption pour qu'ils votent Kadima, pour que Kadima dirige la CENI, qui ont reçu l'argent, qui ont reçu des voitures, qui sont aujourd'hui même logés à l'hôtel, nourris à l'hôtel par le pouvoir en place? Pourquoi le pouvoir en place insiste sur la personne qui est déjà récusée? Nous ne comprenons pas. Et à cette question, nous voyons le manœuvre de vouloir tricher, de vouloir maintenir l'homme là qu'on ne veut pas, qui n'est pas accepté par les autres, qui n'a pas le consensus des autres. On tient toujours à les mettre pour raison de tricher. Ça, c'est selon vous? Non. Notre ami en face va nous dire le contraire. Alors, c'est pourquoi, hier, c'était la grande rencontre de la vérité, meeting de la vérité. Hier, et il était question qu'on aborde cette question. Et la population aujourd'hui a compris les rôles de chacun dans cette question-là. Merci. La désignation. Permettez que j'écoute ce qu'en pensent les PPRD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les 8 confessions religieuses qui sont chargées de désigner les nouveaux présidents de la Commission électorale nationale indépendante. Alors, parmi les 8 confessions religieuses, il y a 6 qui ont porté leur choix sur Denis Kadima comme futur président de la Commission électorale nationale indépendante. Mais Denis Kadima n'est pas accepté par des confessions religieuses comme par exemple l'Église du Christ au Congo, l'ECC, ou soit la conférence épiscopale du Congo, la CENCO, c'est-à-dire les protestants et les catholiques. Ils ne sont pas du tout d'accord avec celui qui a été choisi par les autres confessions religieuses. Et de leur côté, les églises catholiques donc et protestantes, qui sont majoritaires en République démocratique du Congo, ça il faut les reconnaître, ils refusent ces leaders de placer à la tête de la Commission électorale nationale indépendante celui qu'ils qualifient, qu'ils considèrent comme étant un proche de Félix Tshisekedi, et redoutant que les résultats de la future prochaine élection en République démocratique du Congo pourraient être soit manipulés. Alors, je vous écoute au PPRD, qu'est-ce que vous en pensez ici au Sud Kivu, ici moi? Merci encore une fois de la parole accordée, monsieur le journaliste. Nous devons être quand même réalistes parce que à l'heure où nous parlons ici, nous sommes en face de 3 problèmes. Nous sommes en face du problème du genre lié. Le premier problème est lié d'abord au parti politique aujourd'hui au pouvoir, qui a fait 37 ans d'école buissonnière à l'opposition. Alors, les 37 ans, ils n'ont pas eu le temps d'apprendre le méandre de la gestion du pouvoir. Maintenant, parce que je me demande, un parti arrive au pouvoir, dès qu'ils arrivent au pouvoir, ils développent, au lieu de développer des stratégies dans la gestion du pays, ils développent des stratégies pour se maintenir au pouvoir. Et encore des stratégies dilatoires pour se maintenir au pouvoir. Donc pour vous, il fallait qu'ils développent ces stratégies après le deuxième mandat
Non, non. Comme l'avait fait... Il devrait le faire parce que, vous savez... Parce qu'on sait bien qu'au lieu de 2016, les élections ont eu lieu en 2018. Oui, justement. Oui. C'est pas un modèle. Lorsqu'il y a un glissement de 2 ans, c'est pas un modèle, monsieur le journaliste. Et nous le savons tous, que c'est pas un modèle à suivre. Lorsque vous avez fait 37 ans de l'opposition, cela veut dire que vous saviez déjà, dès que j'arrive au pouvoir, je veux faire 1, 2, 3, 4. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nos amis de l'UDPS peuvent nous dire qu'ils sont venus faire au pouvoir? Donc ils étaient là donc à l'opposition en train de faire l'école buissonnière, mais ils n'ont pas appris le méandre de la gestion. Et aujourd'hui, le pays est enfoncé et par terre. Et après eux, c'est encore plus dur. Quand vous étiez encore aux affaires, c'était comment? Pour la désignation de... Non, il y a 2 élections qui ont été organisées. Il n'y a jamais eu ces cacophonies. En 2006, il y a eu élection. Il n'y a jamais eu ce genre de cacophonie. En 2011, il y en a eu. En 2018, il y en a eu. Est-ce qu'il y a eu des cacophonies dans la désignation de celui qui sera le plus... Non. Et c'est pour cela que je fustige le parti au pouvoir, qui veut s'éterniser au pouvoir pendant qu'il ne fait rien pour la population. Même les slogans, le peuple d'abord, avec lequel ils sont venus au pouvoir, ils sont capables de réaliser. Alors ils veulent s'éterniser au pouvoir, alors qu'ils ne font rien pour la population. C'est ce qui pose problème pour l'instant. C'est la peur des élections. Ça, c'est la peur des élections. Je vais au second point. Ce qui vous fait parler, c'est pas la nostalgie du pouvoir. La nostalgie du pouvoir, non, monsieur le journaliste. Au contraire, vous devriez remarquer que lorsque nous étions au pouvoir, il n'y avait pas de problème entre les religieux. Donc, celui qui crée des conflits interreligieux, c'est le parti au pouvoir. C'est le président, les garants de bon fonctionnement des institutions, c'est lui qui crée. Écoutez, monsieur le journaliste, lorsque une institution, ceux qui doivent organiser les élections, ceux qui doivent donner le président de la CENI, vous propose de vous voir, vous le président, les garants, vous refusez pendant plus de 2 semaines. Et maintenant, un ambassadeur américain vient recevoir maintenant les confessions religieuses pour jouer le rôle du président de la République. Vous prenez ça vraiment pour modèle? Vous croyez vraiment que c'est Amer qui doit régler les problèmes de la souveraineté nationale? Monsieur le journaliste, soyons quand même sérieux. La population est fâchée ces derniers temps contre le pouvoir en place qui ne parvient pas à subvenir à ses besoins. Alors, et la population aujourd'hui... S'il vous plaît, Lith, permettez que j'écoute Olivier. Ok, merci. Vous avez répondu à la question parce que je vous ai posé la question. C'est pas la nostalgie du pouvoir, ça. J'ai répondu. D'accord, bien. Olivier. Premier élément d'abord. Votre lecture des choses, pourquoi est-ce que jusque-là, il n'y a pas encore... Les confessions religieuses sont difficiles de parler le même langage. À l'ami du PPRD qu'ils sont mal placés pour donner à l'UDPS les stratégies pour conserver les pouvoirs. Ils sont très mal placés pour ça, puisqu'ils n'ont pas si conservé ces pouvoirs. Donc ces pouvoirs, puisque si on peut voir l'ANC aujourd'hui en Afrique d'ici, on comprendra que ces partis-là peuvent donner des leçons sur la conservation du pouvoir, pas les PPRD. Deuxième chose, je trouve en lui une insuffisance dans le cadre historique. Puisque vous savez que le premier président de la CENI, qui s'appelle l'abbé Apollinaire Maloumal, c'est un monsieur... Effectivement, c'était la dénomination qu'il avait à l'époque. Oui. Et monsieur du Nord Kivu, il a été, n'est-ce pas, proche de Joseph Kabila. Et à l'époque, l'IDPS était le seul parti politique qui s'était assigné. Puisqu'avec les élections de 2006... Et vous n'avez pas participé. Effectivement. Et vous n'avez pas non plus adhéré à... Nous nous sommes rendus compte qu'avec les messieurs, l'abbé Apollinaire Maloumal, les élections seront chaotiques. Puisque les messieurs ici essaient de nous dire qu'avec eux au pouvoir, il n'y avait pas de ces tractations qui sont là aujourd'hui. Chez eux, c'était pire. C'était le pire. Okay. Avec l'abbé Apollinaire Maloumal. Et l'IDP s'était retiré. L'IDP a dit, avec ce processus électoral, on se retire. Oui. Et aujourd'hui, il commence à crier. Vous utilisez pourquoi ils ne peuvent pas s'assumer? La même constitution que vous n'avez pas votée. On va évoluer. Je ne suis pas en train de parler de la constitution. Je parle aussi de la... Je suis en train de parler de la CIA à l'époque. D'accord. À part ça, nous avons connu l'autre qui s'appelait donc Ngoï Mulunda, le pasteur. Il était, le premier d'abord était catholique, le deuxième était protestant, Ngoï Mulunda.
Le monsieur était de la même région que Joseph Kabila. Personne n'avait osé lever son doigt. Mais aujourd'hui, la grande question, monsieur les journalistes, pourquoi ils ne veulent pas de Denis Kadima? Pourquoi? Si aujourd'hui, on peut dire qu'on ne veut pas de ces messieurs juste parce qu'il est de la même région que le président Félix Tshisekedi, ça c'est tribaliste. Qui l'a dit? Qui l'a dit? C'est ce que nous sommes en train de suivre dans l'opinion publique. Qui l'a dit? Alors, moi je vais vous demander aussi, quelles sont les accusations qu'il porte contre ces messieurs? Olivier, qui l'a dit? Alors, si vous voulez, si lui parle de la corruption, donc les comités n'est pas encore effectif. Puisqu'elles-mêmes sont en train de bloquer même la réalisation de ces comités. Puisqu'ils n'ont jamais délégué même donc ils n'ont jamais envoyé leurs représentants. Mais ils continuent de dire que c'est Kadima qui bloque. Et en plus de ça, l'IDPS ne doit pas être cité dans tout ça. Puisque les confessions religieuses sont au nombre de 8. Les 6 ont porté leur choix sur Denis Kadima. Et donc, là, on peut déjà parler qu'il y a eu un consensus. Ce qui est resté, c'était quoi? C'était l'unanimité. Et on n'est pas dans ce sens-là. Il n'y a pas de consensus jusque-là. Le consensus, il n'y en a pas. Puisque est-ce que pour les 6, on ne peut pas parler d'un consensus? Non, il n'y en a pas. Alors, à part ça, je vais vous dire que l'Église catholique et l'Église protestante, les deux ont toujours géré la CENI. Pourquoi maintenant aujourd'hui elles ne peuvent pas laisser une autre confession de diriger cette institution? Pourquoi insister seulement sur Kadima? Et pourquoi ne pas insister sur lui? Voilà. Pourquoi lui pose problème? C'est ça la grande question. Si les gens estiment que Kadima pose problème, qu'ils nous disent alors qui peut faire mieux que lui? Puisque je sais qu'aucune personne ne peut avoir l'unanimité. Aucune. Merci. Oui, Kadima cause problème pour plusieurs raisons. La première, on l'a dit qu'il est le candidat du chef. Donc le candidat de Félix. Il est victime des soupçons alors? Non, pas de soupçons. Je l'ai dit. Nous avons des preuves. Nous avons même des enregistrements. Nos collègues de confession religieuse nous ont dit, nous insistons Kadima parce que c'est lui l'envoyé du chef de Félix. Félix a envoyé quelqu'un à la CENI. Il a l'ambition de contrôler la CENI. Il a l'ambition de tricher les élections. Et qu'à la fin, c'est ce que nous dénonçons aujourd'hui. Et qu'à la fin, on prend quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple. Pour prévenir tout ça. Ce sera la conclusion. Parce que... Oui. Pour prévenir tout ça, nous invitons toute la population à prendre la responsabilité en main. Les 19, nous allons encore marcher pour dire non. Hier, il y avait un grand meeting à Kinshasa. Vous avez vu les images. Nous annonçons aujourd'hui la grande marche également de la vérité, pour dire non à cette manipulation-là. Pourquoi il doit prendre l'argent des contribuables congolais pour corrompre les confessions religieuses? C'est tout. Les voitures ont circulé, l'argent a circulé. Aujourd'hui, les 6 confessions religieuses qui ont désigné Kadima sont logées depuis plus de 2 semaines à l'hôtel, nourris à l'hôtel, tout avec frais d'émission pour les contribuables congolais. Nous avons eu à dénoncer ça. Et le peuple doit se prendre en charge. Car aujourd'hui, oui. Car si nous ne réclamons rien aujourd'hui, et effectivement demain nous n'aurons rien. Élite, rapidement, ce que vous allez dire sera considéré comme la conclusion. En tout cas, toutes mes excuses, nous avons été compliqués par les temps. Oui. Sans problème, monsieur le journaliste. Je vais juste dire à monsieur de l'UDPS, il s'appelle Olivier. Monsieur Olivier, d'oublier parfois de plonger dans des fusions, des confusions. Lorsque vous dites que en 2006, quelqu'un était proche de Joseph Kabila, quelqu'un du Nord Kivu, proche de Joseph Kabila. Mais pourquoi expliquer que les confessions religieuses ne se sont pas disputées? Est-ce qu'ils se sont disputés? Qu'est-ce qui vous dit qu'il était proche de Kabila pendant qu'il y a eu consensus? En 2011, même, il y a eu consensus. S'il vous plaît, vous allez vous rappeler que même les confessions religieuses étaient en quelque sorte proches
de Joseph Kabila à l'époque. Non, jamais. Il y avait des prédications de David. L'Église catholique n'a jamais été du côté du pouvoir. Il y avait des prédications de David et Goliath à l'époque et tout comme ça. Donc vous vous rappelez. Non, nous savons très bien. Nous savons très bien. Il y avait des cours d'alphabétisation qui n'ont pas évolué, où il fallait juste apprendre quelqu'un. Non, l'alphabétisation dans un pays, c'est normal. Ça n'a pas évolué, tu vois. Mais allez-y comprendre, monsieur les journalistes, pourquoi les confessions religieuses ne sont jamais disputées? C'est seulement aujourd'hui. Mais s'il fait aussi confusion, n'oubliez pas qu'il n'y a pas une année. Rosa Maronda était aussi choisi par les 6 confessions religieuses. Mais le DL avait refusé. Lorsque Mabunda voulu entériner, parce qu'il a trouvé que c'était ce qui devrait se faire. Lorsqu'il a voulu l'entériner, une bande d'indigènes de l'UDPS est partie caillasser le Parlement. On l'avait entériné. On a caillassé le Parlement. Donc aujourd'hui, nous avons 2 PV. Celui de Rossal Maronda et celui de Kadima. Mais alors, la personne qui devrait être alors entérinée dans ce cas, c'est Rossal Maronda, parce que lui au moins, il a été entériné. Alors, c'est lui qui devrait prendre le pouvoir. Insister sur Kadima, pourquoi? C'est un individu sur 80 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on conclut? Moi, j'en appelle à la population de suivre le mot d'ordre, parce que ce que l'UDPS veut faire, bien qu'aujourd'hui la population est sûre que l'UDPS, même si Félix Tshisekedi lui-même devient le président de la CENI, je postule moi l'ITBC, moi, contre Félix Tshisekedi en RDC, je le bats à plate couture aux élections de 2023. Ça c'est selon vous. Oui. Alors c'est selon vous. Moi, candidat président de la République, contre le président Félix Tshisekedi, je le bats à plate couture. S'il vous plaît, ça c'est selon vous et selon vous. Et heureusement ou malheureusement, vous n'êtes pas candidat. Non, si mon parti me choisissait, attendez, le congrès sera là. Peut-être je serai candidat, président de la République. J'ai tous les atouts de toutes les façons. Écoutons Olivier. On dirait que certains viennent faire la comédie ici. Bon, ils ne savent pas qu'est-ce qu'on appelle communication politique. Bon, en fait, messieurs les journalistes, rappelez-vous que nous avons été dans cette République tous, quand les prélats avaient appris aux chrétiens catholiques, surtout, comment ils pouvaient écrire les noms de Joseph Kabila. Donc si ces messieurs connaissaient l'histoire, ils ne pouvaient pas parler de ça. Ils ne pouvaient pas évoquer cette confession dans leur gouvernance. Nous savons comment ils avaient appris aux gens, écrire seulement les noms de Joseph Kabila. Deuxième élément, l'UDPS n'a pas besoin de quelqu'un à la CENI, donc à la tête de la CENI, puisqu'il y a même un quota qui est réservé à la majorité, donc à l'union sacrée. C'est ça le quota que l'UDPS prendra. L'UDPS n'a pas besoin d'avoir les présidents. Le président sera désigné par les confessions religieuses. Et jusque-là, les 6 confessions religieuses ont choisi Denis Kadima. Et donc, c'est lui. Si elle-même décide de les remplacer, qu'il le fasse. Ça n'engage pas l'UDPS. Et troisième chose, le président Félix. Donc, le deuxième mandat du président Félix n'est pas, en tout cas, c'est impératif pour nous. Et donc, oui, pour nous, l'UDPS, c'est impératif. Nous dire que nous avons besoin des élections en 2023 juste parce que nous voulons avoir la majorité parlementaire. C'est ce qui nous intéresse. Et ceux qui seront à l'origine du glissement, ce sont ces confessions-là, les 2 confessions, qui essaient de bloquer les choses. Et aussi, si on essaie de parler même de la gouvernance aujourd'hui, on comprendra que même ces confessions ont échoué. Puisque on se rappellera que ces confessions avaient accompagné l'ancien régime. Mais aujourd'hui, donc vers l'enfer, elles se sont rendues compte qu'elles étaient en train d'accompagner la mauvaise personne. Et c'est après qu'elles avaient compris. Et donc, nous pouvons comprendre aussi qu'à chaque fois que les confessions religieuses veulent donner des leçons, qu'elles se rappellent aussi que tous ceux qui gouvernent actuellement, donc que ce soit le président de la République, que ce soit même le président de l'Assemblée, tous ces gens viennent des églises. Et les confessions religieuses qui sont donc majoritaires chez nous, ce sont les 2, les protestants et les catholiques. Donc si il y a un problème de gouvernance au pays, c'est à cause aussi de ces confessions. Parce qu'elles ne parviennent pas à éduquer leurs fidèles. Si les fidèles étaient éduqués au niveau de la base, ces fidèles-là pouvaient aller donc prêcher avec l'exemple. Mais cet exemple-là, est-ce qu'elle est à l'église? On termine l'émission. N'oubliez pas que ce sont ces fidèles qui ont élu les présidents, effectivement, les sénateurs, effectivement.
Je voulais et moi-même j'en fais partie. On est en train de moi-même j'en fais partie. Merci beaucoup. Si aujourd'hui on peut dire qu'il y a un problème de gouvernance, donc il y a aussi l'Église qui doit jouer un grand rôle en faisant même l'éducation à la base. Olivier, merci beaucoup. Merci. Bon, j'ai envoyé à Moloto la chanson de Monishi Njidi Siasa Pamoya. Sauf que la chanson n'est pas téléchargée de ce côté-là. Peut-être tout au long de cette antenne sur RTNK et peut-être que la chanson sera balancée, je crois bien, plus tard. J'aimerais terminer avec la chanson, mais je me rends compte qu'il y a un petit problème. Alors, merci beaucoup, Olivier Michagaloussa. Vous êtes cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, ici à Bukavu. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci à Sarafin Morola, secrétaire exécutif provincial adjoint de l'engagement citoyen pour le développement SID Sud Kivu. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci aussi à Alit Bissimois, communicateur du PPRD, les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Merci. C'est le PPRD qui vous remercie. Mesdames, Messieurs, merci à vous d'avoir suivi cette émission avec intérêt. Je suis Mitima de la Chance. J'ai été très heureux de vous présenter cette émission. Jean-Marie Chokano, que nous avons appelé Alain Moloto, il a été du côté technique télévision alors que Liki Lusombo était à la technique radio. Restez branchés sur Radio Télévision Ngoma Yakivu jusqu'à la prochaine occasion. Vous voulez participer dans cette émission, c'est vraiment possible. 09 92 11 30 86, je répète 09 92 11 30 86, c'est notre numéro, c'est pas sourcier. Et j'ai continué plutôt à encourager la participation des femmes dans cette émission débat. Venez nous dire ce que vous pensez de la politique de votre pays, de l'économie de votre pays, du social de votre pays, de la culture de votre pays. Venez nous dire ce que vous faites pour, bien sûr, la survie de vos familles. Venez, on va en parler. Ce n'est pas une émission des hommes. L'émission est ouverte donc à tout le monde et à toutes les tendances confondues. Jusqu'à la prochaine occasion. Donc, portez-vous bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bye bye.